Hey, bon début de semaine. Bienvenue sur Radio Pirate Live. Jerry, t'es salué, mon ami. Yes. Même chose pour Mr. White. Bonjour. On le fait parce qu'on a des nouveaux auditeurs dans Radio Pirate Live qu'on n'a pas dans Radio Pirate Prime. Mais la vérité, c'est que on s'est jasé pas mal dans Radio Pirate Prime d'aujourd'hui. On avait... les deux invités que nous avons étaient encore plus longtemps avec plus de sujets sur Radio Pirate Prime. Donc, aujourd'hui, on a Yann Sénéchal dans le prochain bloc. On a également le prof Caron en direct du Kazakhstan qui va nous jaser également. Et on aura un peu plus tard une boîte avec notre ami Jerry. Est-ce que tu savais qu'aujourd'hui, c'est le Blue Monday? OK, c'est quoi ça? C'est la journée la plus dole de l'année. Ah oui? Selon les... je pense que c'est un genre de regroupement de psychologues. Là. Ils ont C'est une de mes tunes préférées de Foreigner. Oui. Autrement dit, ce qu'ils veulent dire, c'est que le 3e lundi de janvier, c'est la pire journée de l'année. Donc, les billes de carte de crédit qui rentrent, la température qui est so-so, la motivation qui est à terre, puis tu es au régime. C'est un peu mais ça ensemble, là, ça fait un genre de Blue Monday. Les Chargers ont perdu. Non, ça, c'est une autre histoire. Ah, c'est une autre affaire. Hey, ça, là, tu me dis à Radio Pirate Prime, puis tu me l'avais dit en fin de semaine quand c'est arrivé, mais tu me garantis que tu as largué le club. Hey, est-ce qu'il est menteur? Non. Ouais. Tu le prends à l'envers. Ah. C'est le club qui m'a largué. Okay. Oui, c'est vrai, excuse-moi. C'est ça, c'est ma blonde qui m'a crissé là. C'est ça l'histoire. Là. Moi, j'ai une relation depuis les années 80 avec Madame San Diego Chargers. C'est ma blonde. Ben oui. Mais est-ce que ça va arriver pour vrai? Moi, c'est la question que j'ai. Est-ce que tu as l'air d'un gars déterminé. D'après moi, quand tu décides quelque chose, c'est pas mal décidé. Mais est-ce que ça va être ça pour vrai? Ben non. Je sais que tu as des doutes. Ben, j'ai des petits doutes. Oui, parce que toi, tu prends pour Miami, puis tu as été un peu brassé. J'essaie fort de passer à autre chose. Mais là, c'est ça. Mais là, toi c'est les Dolphins. Après ça, au football universitaire américain, tu as le U. Yes. Le U, tu passes pas un beau temps. Là. Non. Donc, toi, tu es pas un eu ça peu... facile cette année. Là. Avec Canadiens, on s'entend-tu qu'avec Canadiens, on l'a pas passé... facile non plus. On a passé des années tough. Là. Cette année, c'est le fun, parce que tu sais, les flots sont là, mais c'était pas chic. Là. Donc, toi aussi, j'essaierais de dropper une coupe d'équipe, mais ça a l'air que ça se fait pas de même. Mon feeling, c'est que ça se fait pas de même. Moi, je crois autant Jerry que s'il me disait qu'elle allait commencer le fasting la semaine prochaine. Ça, c'est chiant. Fasting 5 minutes. C'est ça, c'est du fasting 5 minutes. Pas 12 heures, pas 14 heures, pas 16 heures, c'est fasting 5 minutes. C'est vrai, tu peux décider comment de temps que ça dure, Jerry. Oui, mais moi, j'ai toujours quelque chose à la bouche. Tu peux arrêter de boire, ça? Oui. Une gorgée de liqueur, arrêter de boire le lundi. Un bout de banane, un bout de clémentine. Moi, je suis très fasting, mais il y a l'espace, c'est 5 minutes. Garde-manger, c'est à la table. Oui. Oh, regarde, malade. Est-ce que tu dis des fois, vu que tu as une proximité avec... j'imagine que quand tu appelles ta sœur en Espagne, tu dois lui dire « Hola », une patente de même? Hola, exactement. C'est salut, ça veut dire salut. Hola, c'est salut. T'as pas le droit. Hein? Hola, on n'a pas le droit. T'as pas le droit. Le USA Today a fait un article en fin de semaine, en fait, c'est vendredi, qui nous dit qu'on ne peut pas utiliser des mots sensitive words qui sont culturels. Ben voyons. Donc, aloha, donc ça, c'est hawaïen. C'est hawaïen, mais oui. Aloha. Aloha, hola et shalom. 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 C'est shalom. Moi, j'ai une question technique. Là. Ça, on ne peut pas utiliser ces mots-là. Ce sont culturally sensitive words. Moi, j'ai une question technique, Jeff. Est-ce que le mot bye fait partie de ça? Non, ben non. Non? C'est le mot, ça, c'est le mot des gens qu'on méprise. Bye? Donc, ça, eux autres, on n'a pas à protéger. Mais non, bye, c'est comme dire moi, je veux m'occuper des hommes blancs. OK. Je veux leur donner des places. Je dis, ça n'arrivera pas, là. Ça, c'est pour monsieur tout le monde, le bail. Non, c'est les communautés culturelles qui sont protégées. En parlant de ça, d'ailleurs,
Est-ce que tu connais, Jerry, tu me parlais souvent, je vais aller voir en même temps que je t'en parle, Universal Standard. Souvent, tu me parles de nouveaux sites Internet de linge, puis tu m'arrives avec des patentes. Là, eux autres, ils ont vendu 42 milliards cette année, puis là, les gens adorent, puis c'est livré en dedans de telle affaire. Universal Standard, c'est... c'est un peu un genre de site web pour à peu près tous les 16, donc de 0 à 40. Oui. Si vous allez sur le site, là, c'est quelqu'un de correct. Là, je veux dire, il n'y a pas correct et pas correct, là, mais il y a beaucoup de... Ça, je parle d'ailleurs, les espadrilles que la dame a, je les ai, les espadrilles rouges Adidas, j'ai les mêmes. Puis, t'as des gens minces, mais il y a beaucoup de gens... beaucoup de gens avec beaucoup de poids à perdre. Disons ça de cette manière-là. Mais ils ont fait une campagne vraiment... Ils ont fait une campagne avec un genre de... comment est-ce que je peux dire ça? Un genre de camisole blanche, puis un genre de bobette. Et la madame qui la porte, c'est pas overweight. Là. C'est le cas de mon feeling, je dis ça de même. Quand on voit des gens comme ça habituellement, c'est des gens qui passent une partie de leur vie dans leur lit. Là, parce que très difficile pour eux de fonctionner. Là. Donc, je parle même pas de obèse morbide. Là. C'est énorme. Oh oui. Et ça, je ne sais pas si tu l'as vu, je pourrais te l'envoyer. C'est le nouveau standard. C'est le nouveau standard. Je veux dire, on n'est pas dans les points de... écoute, vous êtes sur Radio Pirate Live. On est devenu le seul média au Québec qui est anti-woke. OK, on est la place anti-cancellation. On est la place anti-woke. Et à un moment donné, à chaque fois que quelque chose arrive. Moi, tu sais que je suis allé chez TJ Maxx dans le temps des fêtes, chez Marshall, ces places-là, et j'ai vu, à un moment donné, un beau T-shirt ou une belle affaire, et c'était marqué Calvin Klein dessus. Et je l'ai remis à sa place. Même si je le trouvais beau, je l'aurais peut-être acheté en temps normal. Je trouve que Calvin Klein ne mérite plus que je les encourage parce que je trouve que leur attitude woke sur tout ce qu'ils essaient de nous vendre est complètement débile. Et au-delà d'être débile, ce que je vois de ce site web-là, c'est carrément dangereux. Au-delà de j'aime ou j'aime pas, ben moi j'aime les filles plus minces, ou même moi j'aime les filles plus rondes, ou moi j'aime carrément les filles grosses. C'est pas une question de j'aime pas. C'est pas une question de look. Ah, elle se sent bien. C'est même pas ça. C'est que tu fais la promotion de la maladie. C'est une... Et on entend beaucoup d'histoires de ce temps-là, là, de gens qui... et on en aura de plus en plus. Hein. Vous savez, là, diabète précoce, haute pression à tour de bras, paquet d'affaires qui arrivent. D'ailleurs, en passant, je veux saluer ma mère qui ne devait pas se faire opérer à cœur ouvert. Elle devait avoir une opération où on remplaçait une valve par une veine. Et finalement, il est arrivé des complications et elle devra subir mercredi une deuxième opération en 12 ans à cœur ouvert. Donc, ma mère était virée à l'envers parce que c'est la convalescence rendue à 77, 78 ans. C'est la convalescence qui est problématique. Donc, rien de beau quand on n'est pas en forme. Puis elle-même me l'a dit. Elle m'a dit, ouais, j'ai pas fait attention pendant la COVID, je me suis moins entraîné, j'ai peut-être triché un peu sur le chocolat, etc. Donc, il y a des conséquences. Puis je sais, Jerry, t'es pas le plus mince de la gang, mais t'es le premier à le reconnaître. Là. Oui. T'as jamais... Je vois, c'est Universal Standard. Les autres, ils ont des vêtements pour, comme tu disais, de 0 à 40, là, c'est des grandeurs. C'est sûr que le monde qui sont toxons ont de la misère à Il faut qu'ils s'habillent quelque part. Il faut que tu t'habilles quelque part. Ça te prend du linge. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que le point, je pense, qu'ils veulent faire, ces compagnies-là, c'est que pas parce que t'es gros qu'il faut que tu te caches. Comprends-tu? C'est un peu ça qu'ils veulent. Ouais, sauf que là, c'est devenu à l'inverse. C'est que si tu vois les histoires, c'est que
Les mannequins belles et minces sont maintenant rabroués C'est ça. comme les hommes blancs le sont pour des emplois dans les universités du Canada. C'est devenu à ce point-là. C'est juste que ça existe. Tu ne peux pas le cacher. Sauf que la manière que c'est vendu, c'est carrément de la promotion de la mauvaise santé. C'est ça. Et ça, tu peux pas faire ça. Je t'ai parlé la semaine passée. Tu sais, à un moment donné, j'ai vu, est-ce que c'était 60 Minutes ou CBS, je ne sais pas, mais il y avait un reportage à CBS News, je pense, qui parlait de jeunes. C'est tellement devenu comme accepté que là, on accepte de jaser carrément des jeunes de 9, 10, 11 ans qui sont obèses et qu'on devrait leur donner soit la fameuse pilule, là, qui est la fameuse pilule du diabète qui fait maigrir. Ça, c'est arrivé comme par accident, ils ne savaient pas en passant. Puis, ou encore l'opération carrément. Au lieu de vendre les bonnes habitudes pour bien manger, de faire du sport, de bouger, on va parler de système de santé tantôt avec notre ami Yann Sénéchal. C'est qu'à un moment donné, il va falloir revendre ça. Je veux dire, il va falloir revendre que une des meilleures affaires pour pas que les hôpitaux débordent, c'est bien manger et d'être en santé. Je veux dire, le but, c'est ça. Là. On veut vivre longtemps, on veut être le moins malade possible. Si on vit vieux, on ne veut pas avoir une vie misérable. Donc, il y a des choses à faire. Ça, là, ça existe. C'est vrai que ça existe. Tu sais, je comprends, quelqu'un en jeans avec une chemise, mais quand on fait un genre de patente très sexy, entre guillemets. Oui, en bas bête. T'exagères. En réalité, il exagère. T'exagères. Ouais, mais qu'est-ce que ça fait? C'est le nouveau standard, c'est lui. Ben ça, souvent, les nouveaux standards, il y a des affaires qu'on a. Il y a des affaires qu'on a améliorées. Là. Dans les 40 dernières années, on n'a pas juste fait de la merde. Là. Avant, quelqu'un était homosexuel, devait se cacher. Aujourd'hui, bon, pas de problème. On a été jusqu'à régler toutes ces affaires. Il n'y a pas qu'à d'affaires. Les gens en chaise roulante, les handicapés, on a plein d'affaires qu'on a vraiment améliorées. Mais on est comme rendu à un point, on s'est dit, bon, ben là, on a pas mal tout amélioré nos affaires. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Et là, on est rendu comme de l'autre côté. Et c'est excessif et c'est extrême. Mais là, on parle de santé. Et ultimement, si quelqu'un veut manger et pas faire rien au point d'en mourir prématurément, ça, c'est pas de mes affaires. Sauf que dans une société où on est tous interreliés, entre autres au Canada et au Québec, par une assurance qui est payée par toute la gang, bien, ceux qui font pas attention nuisent à patente. Là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu vas avoir besoin d'y aller toi, tu as fait attention toute ta vie, puis tu vas voir que le réseau est débordé, puis c'est parce que dans la place, il y a plein de gens qui n'ont pas fait attention. Tu sais, je veux dire, on n'est plus en 1945. L'information, on la sait. Il y a des choses qu'on connaît. C'est sûr qu'il y a des affaires bizarres. Là. J'ai vu qu'on essayait de faire de la promotion comme de quoi que des Lucky Charms, c'est meilleur pour la santé que manger du bœuf. Là. Ça, c'est une autre affaire là, dans les histoires green. Là. J'ai vu ça dans la nouvelle pyramide de la bouffe. Dans la nouvelle pyramide de la bouffe, tout ce que nous aimons et qui est bon, qui était bon à l'époque, est devenu en bas de la pyramide. Donc, toutes les viandes, les produits laitiers, le fromage, etc., c'est en bas. Et dans les meilleurs éléments, il y a des Lucky Charms. Il y a des Frosted Flakes. Hey, mais ça ne marche pas bien. Mais ça, c'est un autre paire de manches. Donc, c'est juste un petit clin d'œil. Parce qu'on est. C'est ça, on est des anti. Moi, je suis bien tanné de me faire la morale par des gens qui essayent de changer les standards. Je ne vous dis pas qu'un mannequin mince. Ben, c'est ça l'histoire, Jeff. Dans les années 60. Un mannequin mince qui se prive de manger puis qui ne ressemble pas aux femmes que nous connaissons, c'est pas mieux. Oui. Tu as toute l'histoire des années 60 sur les 10, les mannequins. C'est le début un peu des mannequins vedettes, si on peut dire. Et arrive la fameuse Twiggy. Twiggy, ben, c'est comme un peu son surnom. La fille, c'était genre 5 et 8, elle pesait 90 livres. Là. Bon, ça c'est malade. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on dirait que là, dans ce temps-là, il y a eu une période, puis on l'a vu même ici, au Québec, il y a une chaîne de magasins québécoises où, à un moment donné,
les personnes qui faisaient les modèles, c'était des ados, hommes et femmes, mais d'une maigreur épouvantable. À un moment donné, Simons. C'est Simons. Donc, à un moment donné, tu te dis... C'est Simons. Va dire pourquoi je m'en rappelle, parce que j'en ai parlé. Puis j'avais fait ça le matin. Puis Peter Simons a pogné les nerfs, m'a appelé en ondes. Ah oui? Je me rappelle pas de ça. Oui. Ben oui. Mais... Puis à ce moment-là, il n'était pas d'accord, mais les semaines suivantes, parce que il y avait une place qui prenait de la pub, c'était dans la première page du Soleil. C'est la seule pub que ça. Simons n'a pas été un super citoyen corporatif pour la Ville de Québec. Ce n'est pas des gens qui étaient impliqués dans bien des affaires, by the way. Là. Et Simons achetait de la pub qu'à une seule place. C'était, je dis la page 1. Tu virais la première page du Soleil, c'était toujours la page numéro 2 à grandeur qu'il y avait là, avec des mannequins trop jeunes et trop minces. Pas mieux, là. Ça, c'est pas mieux, là. Ben, c'est ça l'histoire. C'est que je pense que pendant une période de temps, on était d'un côté du balancier. Là, aujourd'hui, on a de l'exagération sur l'autre bord, du monde qui sont... Mettez du monde normal. Tu peux mettre du monde normal. Puis le monde normal, il y a des poids, il y a des corps différents. Il y a plein de corps différents. Il y a des bourrelets. Oui, il y a des ventes qui sortent. Il y a un paquet d'affaires. Un paquet d'affaires. Il y en a en masse. Parce qu'on parle des styles de body, il y en a en masse. Mais tu n'es pas obligé de mettre quelqu'un qui ne mange pas puis qui se prive pour être mince ou quelqu'un qui mange à quasiment en mourir. C'est ça. Il y a beaucoup de jeux entre les deux. C'est ça l'affaire. C'est qu'on est dans un monde d'exagération. Tout le temps, il faut toujours faire son point, puis exagérer. Donc, là, c'est comme le... Je dis pas que c'est le retour du balancier. Là, on dit qu'on vient d'à côté de l'autre bord. Là, tu prends une personne qui mesure 5 et 8 puis qui pèse 380 livres. Là. À un moment donné, en bobette sur une photo. Tu vois bien que c'est... Ben, c'est zéro santé. Ça marche pas, ça, là. Cette femme-là doit faire de la haute pression, elle doit faire et prématurément du diabète. Il doit avoir un paquet de problèmes de santé reliés à ses choix qu'elle a faits. Puis tu peux pas mettre ça sur un podium. Tu sais, je veux dire, ça peut pas fonctionner. Il y a des mannequins, Jeff, il y a des mannequins là, qu'on ne connaît pas. Il y a des mannequins qu'on les voit au complet, puis tu as des mannequins où tu as des mannequins de cheveux, tu as des mannequins de mains, tu as des mannequins de jambes, parce que quand tu mets des bottes, tu vois juste les jambes avec les bottes, tu vois des mains pour des bagues, tu vois des cheveux pour des shampoings. Il y a des mannequins, il y a des photos. Mais tu peux pas avoir un mannequin de main quand tu as les mains toutes gercées, les ongles rongés. Là. Parce qu'on comprend la balance, là. À un moment donné, tu te dis, ouais, mais ça, c'est des mains normales de gens. Ouais, je comprends, mais il y a une certaine esthétique d'une manière. Il y a comme un genre de. Il y a comme un genre de côté un peu. Faut que tu fasses un peu attention aussi. Là, il y a quelqu'un qui pèse 400 livres en bobette. Puis moi, je suis un gros, là, je peux le dire, là, je suis gros. 400 livres en bobette, ben, tu t'habilles bien pour mieux paraître de ton poids. Je vais le dire de même, là, parce que moi, j'ai pas de T-shirt stretch rouge. Tu ne mets pas des jeans skinny? Non, j'ai pas. Non, du tout. Avec la bedaine qui ressort. Non, du tout, là. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a comme c'est-à-dire, il y a une manière de faire un peu attention. Là, mais là, on sait qu'ils, je me répète, ils veulent faire leur point. C'est fait la leçon. Ils veulent faire, c'est ça. C'est qu'ils font la leçon pour essayer de créer les nouveaux standards. C'est ça. C'est ça, puis il faut être très, très... on ne peut pas accepter un bord, on ne peut pas accepter l'autre bord. C'est ça. Twiggy, c'est pas un standard. Twiggy, c'était pas un standard. Là. Non, Twiggy, c'était pas un standard. Puis on a parlé ce matin. J'ai 2 sujets vite avant de partir, mais... avant d'aller à Yann Sénéchal, puis au prof Caron, on a du stock pas mal ce midi. Mais je t'ai parlé ce matin, c'était la... Je dis, regarde, c'est un peu dépassé dans ma tête, là, mais les Miss Univers puis Miss de je sais pas trop quoi. Là. Donc, c'est une madame qui a gagné, là, je pense, de l'Amérique du Sud, je sais pas trop, là, mais je sais juste qu'à un moment donné, il y a un discours de la dame qui est en charge de l'événement, qui est propriétaire de l'événement. C'est une patente mondiale. Et cette dame-là, elle a une voix de gars. C'est un gars. C'est un gars, là. Donc, c'est correct, là, elle fait ce qu'elle veut, là. Mais on sait qu'est-ce qui arrive avec ça, là. On sait que je trouve ça bizarre parce que tout le monde applaudit.
Puis elle nous parle de la diversité. Elle nous parle de elle. Elle nous parle de. Elle nous fait un speech woke sur le nouveau monde dans lequel on est. Oui. Puis là, les femmes qui sont dans la place, tout le monde applaudit. Donc, la job est bien faite, là, parce que vous avez quand même quelqu'un qui prend le rôle d'une vraie femme. Donc, tu sais, on ne tolère pas les gens qui jouent aux Noirs, on ne tolère pas les gens qui jouent aux gays, on ne tolère pas les gens qui jouent aux Indiens, aux Amérindiens, on ne tolère pas ça. Mais là, maintenant, on a des gens qui remplacent une femme. Tu sais, je veux dire, les femmes sont en train de se faire tasser. Tu sais, déjà qu'on voit des affaires un peu terribles. Dans ce cas-là, c'est juste pour en jaser, mais des fois, c'est que vous allez avoir un homme devenu femme de 6 et 2 qui rentre dans un ring contre une femme de 5 et 8. Et ça peut finir par la mort. Là. Donc, tu sais, puis je l'avais déjà jasé de ça. Il y avait eu un genre dans une université américaine, il y avait eu un genre de patente de même, un genre de pageant où on trouvait la plus belle femme de l'école. Puis il y avait une douzaine de filles d'inscrites. Puis finalement, c'est genre le joueur de ligne de l'équipe de football locale qui est devenu fille, qui est laide comme gars. Donc, on ne peut pas devenir une belle fille. Là, il est laide à la base. Laide. Gros, un armoire, là, un gars qui aurait pu jouer hier dans un match de la NFL facile. Puis là, ben, il gagne la compétition. Puis tout le monde est content. Les concurrentes sont avec, ils sont toutes contentes. Tout le monde est content. Ah, on est content. Mais pensez à ça, là. Il y a un bout qui ne marche pas. Donc, c'est notre plus grand défi des prochains mois, de la prochaine année. À un moment donné, il faut dire enough is enough pour toute la grande... Je dirais la grande cérémonie woke qu'on est en train de vivre, c'est complètement débile. Avant de partir, je veux juste un petit clin d'œil rapide. Un texte que j'ai vu ce matin d'un dénommé Mario Girard de la presse. Je ne l'ai pas tout lu au complet, mais il utilise sa chronique. C'est un gars qui a eu beaucoup peur pendant la COVID, by the way. Pas surprenant, travailler à la presse. Donc, il fait un texte à Bernard. Il dit « Je ne veux pas t'appeler par ton surnom. » Je sais, moi, j'ai vécu ça aussi. Il y a des gens dans la presse qui m'appellent Jean-François parce qu'ils trouvent que Jeff, ça me donne un genre de marque de commerce. Ils n'aiment pas ça. Donc, à la presse, on a de la misère avec les noms. Mais là, il dit « Je vais te parler. » Donc, il parle de Rambo. Il parle à Bernard. Et là, on lui fait la grande histoire et la grande morale sur l'utilisation. Bon, on en a parlé un peu vendredi. Sur le terme tapette utilisé dans son vidéo pour, je dirais, répondre à Patrick Huard. Puis là, ben, je comprends que lui-même, jeune, je ne sais pas s'il aboutit par dire qu'il est gay. Je ne sais pas s'il est gay ou pas gay, ça ne change rien dans l'histoire. Là. Mais il dit que lui, quand il était jeune, il s'est fait traiter de tapette pas mal. OK? Puis ça l'a exclu des groupes et toute la patente. Le texte est bien correct. Là. Je veux dire, c'est pas contre le texte en tant que tel, mais... Beaucoup de mots ont beaucoup de sens. OK? Il y a beaucoup de mots qu'on peut utiliser dans différentes occasions. Si on dit que quelqu'un est mongol, on n'est pas en train de dire qu'il a la trisomie 21. Moi, j'ai été élevé... On utilise moins le mot tapette aujourd'hui. Le mot féfi non plus. On a réussi à le nettoyer, tant mieux. Mais ça fait partie de notre culture. Tu sais, mongol, ça fait partie. Tapette, fif, tout ce que tu dis. Mais moi, comme je l'ai dit vendredi, ces mots-là ont été utilisés sur des personnes qui sont hétéros à mort. Même des toughs, même des... Moi, je me rappelle très bien à qui on le disait, puis quand... C'était utilisé à tour de bras. Ça faisait partie d'un genre de vocabulaire de la rue. Ça n'a jamais été... C'est sûr que si tu prends une toune de je sais pas trop qui, je m'appelle Paulette, je suis une tapette, on comprenait qu'il parlait de quelqu'un qui aimait des gars. Là. OK, parfait. Mais je dis, en général, 95, 97, 98, 99% du temps, oui, il y a des gens qui devaient dire « Ah, ben lui, je sais, lui, c'est une tapette en voulant dire homosexuel. » OK. Mais dans ce sens-là, ça l'était. Mais 95% du temps, quand c'était utilisé dans la rue,
Dans une région, je ne sais pas Montréal, je ne connais pas vos affaires, on avait chacun À Montréal nos... aussi. Ben oui, on avait chacun nos... c'est dans le langage populaire. Me semble, en tout cas, me semble que c'est la grandeur du Québec. Mais ça n'a jamais été une attaque contre les gays. Mongol n'a jamais été... À un moment donné, moi, je l'utilisais, le mot mongol. Ça veut dire t'es cave. Le cave, mongol. Quelqu'un m'appelle, me dit c'est parce que mon fils est trisomique, puis quand tu me dis ça, ça me fait de quoi? Non, mais ça n'a pas rapport. Je veux dire, je ne peux même pas comprendre qu'il y a eu un lien entre les Mongols de la Mongolie et la trisomie 21. Il est peut-être plus là, le problème, là. Donc, tu sais, puis je ne suis pas en train de défendre. Rambo, il n'y a pas besoin de moi pour le défendre. C'est juste qu'à un moment donné, et c'est là le twist, c'est que l'article est fait pour jouer sur les sentiments des gens et montrer que ces termes-là ont blessé du monde. Que des jeunes ont été mis à part. Que des jeunes ont été... qui ont eu de l'anxiété à cause de ça. Moi, que ça vienne du journal La Presse, j'ai un bug. Mon bug est suivant. Si vraiment c'est quelque chose qui a marqué votre enfance, vous avez été anxieux à cause de ça, que vous êtes senti visé, puis que ça a fait de vous des gens qui vivaient quasiment de manière... vous viviez quasiment dans une vie parallèle juste parce que vous n'étiez pas bien de ça. Que ce soit le journal La Presse, je ne trouvais pas que c'était un peu bizarre. C'est le journal qui fait l'éloge de l'anxiété climatique à tous les jours. Juste aujourd'hui, il y a 4 textes dans la première page. C'est comme ça à tous les jours. Au point où les jeunes ont peur. Au point où les jeunes pensent ne pas faire d'enfants. On a aussi méprisé, le journal La Presse a méprisé les jeunes pendant 2 ans et demi de temps. Où on leur demandait de ne pas aller ci, de ne pas aller ça, de ne pas faire de sport, de ne pas voir leurs amis, de ne pas voir leurs ci. On va vous dire de quoi? Si vous parlez d'avoir rendu nos jeunes anxieux, vous avez fait une crise de job, là. Après moi, avant de faire la leçon à Rambo Gauthier qui utilise un terme qui est un peu vieillot et dépassé, by the way, là. Je ne sais pas pourquoi vous lui donnez autant de... Il doit être mort de rire, lui. Je veux dire, pour la majorité des gens d'aujourd'hui, c'est un mot, en tout cas, dans les plus jeunes, c'est un mot qu'on ne connaisse même pas. Ou à moins que je suis complètement déconnecté puis que finalement les jeunes l'utilisent encore à tour de bras pour raconter quelqu'un qui n'est pas bon dans un sport, quelqu'un qui a été ci, quelqu'un, je ne sais pas. Les jeunes se font bardasser. Ils se bardassent pas mal entre eux autres, là, en by the way. Là. Ça arrivait hier, ça va arriver demain. Mais de voir que la presse est en train de faire la leçon à Rambo Gauthier comme de quoi que quand tu traites quelqu'un de tapette, ben que ça fait mal aux jeunes. My God! Sérieux, là. Sérieux. La presse. L'anxiété à tour de bras. Nos jeunes, les plus forts, vos enfants probablement, vous êtes des pirates, vous êtes ailleurs. Mais regardez autour de vous combien de jeunes sont en train d'être fuckés bien raides avec l'histoire des changements climatiques. Et ça fait la leçon à Rambo Gauthier sur l'anxiété donnée aux jeunes. My God! Donc voilà pour notre ouverture. Ça met la main, ça prépare un peu la semaine pour Radio Pirate Live. On a Yann Sénéchal qui est stand-by. Et on a également notre chum, le prof Caron, qui va être avec nous autres dans les prochains blocs. Jeff Fillion. Yann Sénéchal, votre conseiller.net sur Radio Pirate Live pour débuter la semaine. On a jasé pas mal de son fun qu'il y a eu au Centre Bell, mais là, on tombe dans les vraies affaires. Yann, t'es salué. Je te présente quelque chose que j'ai... Je te demande ça de même, c'est juste pour rire au début. Là. J'ai d'autres sujets pour toi. Mais là, on a appris que... Je ne veux pas parler de COVID, mais il se passe des affaires drôles. C'est qu'on a appris, selon des études américaines, que le nouveau variant, là, il y a un nom d'une entreprise techno, je trouve. Il y a un bébé quelque chose, je ne sais pas trop quoi. Mais il est bien cute parce qu'on apprend que ce variant-là va viser, entre autres, particulièrement
les gens qui sont vaccinés, updatés à jour. Vous comprenez ce que ça veut dire? Regarde, quand j'ai lu ça, j'ai dit, voyons, non, je vais le relire encore. Là. C'est drôle à mort. C'est drôle et pas drôle. Là. Je comprends qu'on parle de Quand santé. ils écrivent leurs articles, là, ils parlent comme si le virus était quelque chose d'intelligent, pareil. Ben oui, hein. c'est... En tout cas, regarde, je ne sais pas si c'est vrai. Mais là, je suis venu à la réflexion suivante. Si c'est le cas, est-ce qu'avec le système de santé du Québec, est-ce qu'on devrait faire l'inverse? C'est-à-dire, pendant l'hiver, là, pendant 1 mois et demi, pour être sûr de se rendre au printemps, puis d'être plus dehors un peu, puis calmer les hôpitaux, est-ce que nous devrions empêcher l'accès aux gens qui sont à date dans leur vaccin, dans les restaurants, dans les peut-être aussi même le magasinage? Est-ce qu'on devrait leur demander un passeport et permettre aux gens qui ont soit pas de vaccin ou encore qui en ont seulement 2 puis les vaccins ne fonctionnent plus? Est-ce qu'on devrait faire l'inverse et leur faire vivre ce qu'ils ont fait vivre à des Québécois il y a 1 an et demi ou à peu près? Il me semble que ce serait drôle. Jeff, t'es vraiment le troll en chef du Québec. C'est incroyable. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, My God, quelle opportunité extraordinaire. Parlant de ça, comment t'as trouvé je ne sais pas si tu l'as écouté, moi on ne l'a pas écouté, j'ai entendu juste l'ouverture que je peux peut-être te présenter. J'ai trouvé ça quand même bizarre, mais la visite du ministre de la Santé un dimanche. Écoute, il y a de la NFL, il y a du hockey du Canadien, il y a un paquet d'affaires. On est le dimanche soir aussi, on mange j'ai une des ailes. question quiz pour toi. Tu veux parler de santé? Là? J'ai une question quiz pour toi. Vas-y donc. Puis, peut-être tu l'as vu sur Twitter, fait que ça va être poche, là, mais 2019, 2020, 2021, 2022. Oui, je l'ai vu. C'est quelle année qu'il y a eu le moins d'hospitalisation? Et tu l'avais déjà le moins écrit, de ça. visites aux urgences? Tu avais déjà écrit ça il y a un bout, me semble. Oui. Oh, oui, ça fait 1 an et demi à peu près. Je me disais que je prévois que ça va être ça qui va arriver, là, mais écoute, quand tu grattes les chiffres, parce que maintenant on a accès à ces chiffres-là, en 2020, c'est l'année qu'il y a eu le moins de visites aux urgences dans les 4 dernières années. Quand même L'année qu'il y a eu spécial. le moins d'hospitalisation aussi. Donc, il y a de moins en moins de monde. On a restreint les gens le plus possible. On était dans une pandémie où ce qu'on aurait dû avoir... Puis, finalement, puis là, on se fait dire à tout le temps, là, vous faites attention, mettez des masques encore, essayez de voir le moins de monde possible, etc. Les hôpitaux débordent. Quand on regarde les chiffres, c'est pas vrai. Non. Écoute, et même dans les mois début de la pandémie, là, en 2020, C'est que je t'écœuré. c'est 40 de baisse carrément dans les hôpitaux. Là. C'est 40 c'est pas rien. Là. Puis même quand tu regardes l'année 2020 au complet, là, c'est à peu près 15 de moins d'hospitalisation que d'habitude. Ouais, mais là, les COVID, c'était beaucoup d'hospitalisation. Non! La COVID, là, c'était à peu près entre 3 et 5 des hospitalisations, selon tu prends le nombre d'hospitalisations ou le nombre de jours d'hospitalisation. Fait que là, tu es là, tu te dis, le plus gros défaut qu'on a eu dans cette crise-là, là, c'est d'avoir pris une loupe et de n'avoir regardé qu'un seul aspect de la forêt. On a regardé juste un arbre. C'était, hey, là, les cas, ils augmentent, les cas, ils augmentent, les cas, ils augmentent, les hospitalisations de la COVID augmentent, puis tout ça. Alors qu'en réalité, c'était marginal par rapport à tout le reste. Puis parce qu'on avait fermé toute l'économie, si on veut, où il y avait des restrictions à tonnes, on se ramassait avec des hôpitaux qui étaient déserts. Il y avait beaucoup moins de monde que d'habitude. Ben oui. Et on a un système qui, pendant 2 ans, presque 2 ans et demi, s'est accoutumé à servir moins ses clients ou ses patients qu'avant. Voilà. Tellement qu'on s'est ramassé en septembre 2022. C'est récent, là. Là, on se faisait dire, avec le retrait des masques et plus de virus respiratoires, là, les urgences débordent. On n'a jamais vu ça. Les urgences débordent. Puis là, ça l'a toffé jusqu'au mois de décembre. Sans arrêt, ça déborde, ça déborde, ça déborde. Mais quand tu regardes les chiffres de septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022, qu'est-ce qu'on remarque? C'est les chiffres de 2019. Normaux. C'est les mêmes chiffres? Pas plus qu'avant, là. Normaux. Donc, ils sont plus Même, capables. on est revenu à la normale. Donc, ils sont plus capables de nous soigner. Donc, le système n'est plus capable carrément d'opérer puis de faire fonctionner les hôpitaux. Là. C'est ça, l'histoire. C'est exactement ça, l'histoire. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Sauf que là, au début de la pandémie, on avait 110 000 chirurgiens en retard, mais là, on est rendu à 160 000. Wow.
Mais c'est quand qu'on va se rendre compte que tout est en train de péter, là? Parce qu'on... There's no coming back, là. On ne peut pas revenir à ce que c'était avant parce que les gens, ça ne fonctionne plus. Ils ne sont plus habitués de travailler. Puis, tu sais, les médias sont remplis d'articles qui parlent de temps supplémentaire obligatoire, là, le fameux TSO. Sais-tu ça représente combien d'heures? Quel pourcentage des heures travaillées ça représente dans le réseau de la santé? Combien à peu près? C'est-tu une grosse affaire ou c'est marginal? 0,1 %. Ben voyons. Ben non, ça se peut pas. Christy, on entend rien Si que parler tu de ça. regardes juste les urgences, là, tu flushes tout, tu dis on va juste regarder les urgences, là, c'est plus. C'est 0,5 % grandeur du Québec, le TSO. C'est À la incroyable. grande page dans les journaux. Ah oui. Il y a un hôpital qui est sur le bord de fermer à Montréal à cause de ça. Ah, mais ça, c'est Maisonneuve-Rosemont. Maisonneuve-Rosemont, eux autres, leur taux, c'est souvent du 5-6 %. Ça, c'est des astifis de tout croche. Ben, Le premier hôpital à privatiser au Québec, c'est cet hôpital-là. ouais, c'est pas vrai que la madame est pas sa coche ben là. Peut-être que... Il me semble qu'avec tout ce qui est arrivé depuis la fin de la semaine, il me semble qu'un matin, il aurait pu dire, regarde, merci, bonsoir, on la sac dehors, là. Mais non, ils sont tous protégés, on fait attention. Hey, je te présente l'entrée de Christian Dubé, à Tout le monde en parle, ça dure 13 secondes, OK? Avec notre système de santé déficient, je lui souhaite de ne pas tomber malade cette année. Voici le ministre Christian Dubé. Bienvenue, monsieur le ministre. Bonsoir. Merci beaucoup. À moins que ce soit des applaudissements comme au Centre Bell, ça a l'air vraiment du monde qui applaudisse, ça c'est quand même assez spécial. Et on fait de l'humour parce que là, si lui tombe malade, il ne sera pas soigné. Ouais, mais lui, il obligue de dire qu'il y a du monde malade qui ne sont pas soignés. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Donc, c'est une genre de joke, ça, là. Tout le monde s'en va là. Puis là, après ça, il y a des tweets de l'équipe de ministres. Là, j'ai vu Martine Biron qui se fait ramasser. Elle a écrit « Il est un bon ministre de la Santé, Christian Dubé. #confiance. Tout le monde en parle. Bravo, Christian. » Jamais elle a eu un tweet qui a eu autant de monde. 40 000 personnes l'ont vu, 405 commentaires. Elle se fait démolir par, je dirais, 375 commentaires faciles. Il y a d'autres membres aussi de l'équipe de la CAQ qui font exactement le même tweet. Donc, il y a une genre de game de relations publiques qui joue en ce moment. Mais sincèrement, là, les histoires d'aller à la TV, puis d'aller ici, puis d'aller... C'est la seule place au monde où on entend parler autant d'un système de santé et de sa gestion. Je veux rien savoir, moi. Je veux pas savoir comment ça marche. Je veux juste être soigné quand j'en ai besoin. Je veux avoir un médecin quand je veux en avoir un. Je veux dire, c'est la seule place au monde où il y a une genre de... Je te dirais que c'est devenu comme un genre c'est une cérémonie religieuse quasiment à chaque semaine sur la gestion du service de la santé. Pourquoi on a ça? Pourquoi c'est... Parce que pendant qu'on parle de ça, tu comprends qu'on parle de rien d'autre, là. Mais je pense que on a tellement... Les gens sont tellement prisonniers, dans le fond, du système public et du monopole qu'ils ne réalisent pas que c'est ça, fondamentalement, le problème. Tu sais, on est tout le temps en train de penser qu'il y a un facteur extérieur qui fait en sorte qu'on a de la difficulté. Ah, il y a eu une pandémie, tu sais, c'était mondial. On a des problèmes de pénurie de personnel. Tu sais, c'est un phénomène qui est mondial, ça aussi. Les Québécois, en étant un peu fermés sur nous-mêmes, on ne se rend pas compte que dans les places civilisées, ça fonctionne quand même bien, les soins de la santé. On a vraiment l'impression que ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe partout ailleurs sur la planète. Alors que ce n'est pas le cas. Fait que ça, c'est un grand manque de culture de la part des Québécois. Puis c'est tellement un désabusement total qu'on vit au Québec que des jokes poches comme qu'ils ont fait là peuvent être accueillis avec des applaudissements, puis un ministre qui dit « Ah, merci, je suis content d'être là. » Ben oui. Man, c'est une vraie honte de te faire introduire comme ça. Tu t'en rends-tu compte? Oui, il ne devrait pas dire merci. Le gars, il est content, puis ça applaudit. T'aurais dû te lever et dire « Hey, je m'en vais d'ici, je vais faire rire de moi. » Ben oui. Tu revires de bord, t'entends ça, au lieu de descendre les marches, tu revires de bord, puis il n'y a plus de show. Merci, bonsoir, gars, je me fais écœurer en arrivant. C'est no way. Ben non. Tout le monde applaudit, puis le gars dit hey, merci, ça va. Parce que la joke, qu'est-ce qui fait que les gens rient de cette joke-là? C'est qu'on prend pour acquis que c'est de la merde de toute façon. Puis on va sait que faire c'est de la merde. relation publique par-dessus ça. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. On va sait... vous dire que tout va bien, puis on va vous dire de me faire confiance parce que je suis vraiment bon. Je suis un des meilleurs gestionnaires du réseau de la santé que vous avez jamais eu. C'est le meilleur. C'est de la communication seulement. Là. Ce n'est que de la communication. Puis, tu
sais, mais comment ça que moi, les je pense que imbéciles de Christian Québécois Dubé- croient ça? Je sais. C'est ça qui est pathétique, mais le problème vient tout le temps de là au Québec aussi. Là. Les Québécois croient n'importe quoi. C'est une catastrophe, notre niveau d'analyse, cette là. Mais Christian Dubé, le pire dans tout ça, c'est que moi, au plus profond de moi-même, je crois sincèrement que ce gars-là est brillant. Et je crois sincèrement qu'il veut changer le système de santé pour vrai à l'intérieur du cadre social-démocrate qu'ils ont créé. Le problème, il est là. Il devrait sortir de ce cadre-là. Puis là, il serait capable de régler ses affaires. Mais lui, il a la conviction qu'il est capable de régler ça. Puis il a la conviction qu'il est vraiment bon. C'est l'affaire, c'est que Christian Dubé, le problème qu'il a dans la vie, c'est qu'il n'est pas cave. Il voit les chiffres. Les chiffres là, que je te parlais tantôt, là, c'est sa création. J'ai tout pogné ça dans un tableau de bord qu'il a demandé lui-même personnellement de se faire créer pour pouvoir analyser la performance du réseau de la santé. La volonté d'améliorer la performance du réseau est là réellement pour Christian Dubé. Il doit être en dépression, le gars. Sérieusement, là, je suis persuadé que ce gars-là, là, il se couche le soir. Puis Pourquoi il nous le dit pas? Mais là, tu me fais Pourquoi il plaisir. nous... Pourquoi il nous le dit pas? Pourquoi ça va pas, tout le monde en parle, puis qu'il nous dit pas la vérité? J'essaye, je suis pas capable. Pas capable. Ce système-là peut pas fonctionner. Je me frappe, je me donne des coups de poing d'en face avant de me coucher le soir. Je sais plus quoi faire. Ils vont me faire virer fou. J'étais un gars avec un quotient intellectuel pas mal plus élevé que la moyenne. J'ai un CV impressionnant. J'ai un CV académique extraordinaire. J'ai tout ce qu'il faut pour que ça marche. Mais je suis incapable de faire quoi que ce soit. Ce système-là est à démolir au complet. Il y a trop d'organisations qui ont les mains dessus. On n'est pas capable de rien faire. Syndicales, les patentes de médecins, les patentes de spécialistes, etc. Regarde, nommez toutes les hauts fonctionnaires, les mandarins qui gèrent tout par en arrière en tirant sur des cordes. Ben, qu'ils le disent. Parce que le problème du réseau, puis c'est ça que les gens, un jour, il va falloir qu'ils comprennent, puis que les Québécois comprennent, mais pour ça, ça prend une culture un peu plus élevée en économie. Ce sera jamais... Le problème, c'est jamais que les personnes en place ne sont pas assez intelligentes. Le problème, c'est la centralisation de toutes les décisions. Si vous demandez à un petit groupe de personnes de gérer le gros monstre, ça va donner des structures hiérarchiques, non fonctionnelles, avec aucune imputabilité, puis les gens dépensent l'argent qui n'est pas le leur. Donc, tout le monde s'en sac. Oui, c'est ça. Si tu veux que ça fonctionne, il faut que tu décentralises. Ouais, c'est quoi ça, décentraliser? Ça veut dire que tu enlèves ça dans les mains du gouvernement. Ça veut dire qu'éventuellement, le réseau de la santé, là, il est géré par des entreprises. Ces entreprises-là sont en compétition et ces entreprises-là ne sont pas tous québécoises. Ces entreprises-là, il y en a qui sont suédoises, il y en a qui sont françaises, il y en a qui sont anglaises, il y en a qui sont américaines. Hey, c'est bol! Ils se battent entre eux. Ils se battent entre eux pour engager les meilleurs médecins. Ils se battent entre eux pour avoir les meilleures infirmières. Ils se battent entre eux pour avoir le plus de patients possible et d'avoir les délais d'attente les plus courts possibles dans un niveau de confort le plus élevé possible. C'est cet environnement-là que vous voulez avoir. Ça ne veut pas dire qu'on va refuser l'accès à quelqu'un qui n'a pas d'argent. Ça n'a pas rapport. Ça, c'est au niveau de l'assureur. L'assureur peut rester public, mais le fournisseur de services, il peut être privé. C'est pas juste d'être privé. Il peut être privé, mais surtout mis en compétition. Parce qu'un monopole privé, tu sais, si mettons on prend le système de santé puis on le donne à une entreprise pour qu'il gère le Québec au complet, on va, je sais pas, donner ça à... Ben, ça ferait bien, ça, donner un contrat à Charles Sirois, par exemple. « Hey, Charles, gère-nous ça. » Ça va être pire que ce que le gouvernement a fait. Là. Un monopole privé, c'est aussi pire qu'un monopole public. C'est pareil. Ce que tu veux, c'est de donner ça à plein de petites entreprises ou de plus grandes entreprises internationales. Mais tu veux que ça se batte? Hey, on n'est-tu pas tombé sur la tête? Faire gérer notre réseau de la santé par des Suédois. Ben oui. Oui, mais ils l'ont, l'expertise. Ils font ça depuis des années déjà. Les Suédois gèrent des hôpitaux français. Mais moi, j'en reviens pas. Que sacrément, on parle encore de ça. Ben oui. Puis, c'est Jean Rochon qui se multiplient, là. ben oui, mais... Ça veut dire... Mais je sais une affaire, là. Le virage ambulatoire, le virage ambulatoire de Rochon, là, c'était des patentes administratives, là.
C'est-à-dire, on veut des grands changements administratifs Ça dans a le fait réseau quoi? de la santé, telle affaire. Parce qu'il arrive un Rémi Trudel, des changements dans le réseau. Il arrive François Legault, bon, il arrive. Il arrive Couillard, c'est plus trop. Après ça, il arrive Bolduc, c'est pas trop. Après ça, il arrive Hébert, lui, c'est pas trop. Après ça, il arrive Barrette, des patentes de structure, on comprend rien. Après ça, il arrive Mécan et mêlé. Après, il arrive Dubé. Arrêtez! Oui, arrête. Moi, je sais qu'une affaire. Demain, ça va être pire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est notre meilleure journée de santé de la semaine. Mais demain, ça va être un petit peu plus de marde. Puis demain, elle va être pas pire si je la compare à la fin de la semaine. Parce qu'à chaque jour, mais sacrément, on continue. Ça se peut-tu qu'on soit un peu non. teuton? Oui. Oui, ça se peut. Hey, t'as 320 000 employés dans le réseau de la santé. Hey. Ça, c'est pas pire, ils le savent maintenant. Au début de la pandémie, ils ne savaient pas. Imagine. Ouais. Puis, il y en a 55 000 absents. Ah! Boire de ciboire. 55 000 absents. Comment tu peux opérer une business de même, toi? raison, là. Non. Ils sont où? Ben, ils sont chez eux payés. Ils ont quelque chose. Un qui a la COVID, l'autre qui a la COVID longue. L'autre qui a, je sais pas trop, là, regarde, des affaires à pu finir. Tout est là. Dépression, burn-out. Toutes des patentes qu'ils peuvent prendre. Une année sabbatique payée, ou pas payée, mais qui vont revenir l'année prochaine. Puis là, ils ont un genre, ils s'étaient ramassé un petit peu de cash parce qu'ils ont fait de l'over pendant la COVID. Un peu de ski, un peu de Cuba aussi. Là. Ben oui. C'est clair, un peu de ski, un peu de Cuba. Hey! Yann, un petit sujet vite avant que tu partes qui n'a pas rapport avec la santé. On avait fait ça avec le gars de l'Allemagne il y a quelques semaines. Là, on a fait ça. Le Japonais, il est venu. Le Japonais, il est venu comme l'Allemand. L'Allemand, il est reparti de la queue entre les deux jambes. Puis le Japonais est parti, il est allé voir Biden qui faisait des petites poques dans ses shorts au bureau avec un petit feu en arrière. Mais il est parti sonner du Canada. Parce que lui, il est arrivé, il y a quelqu'un qui a dit « Hey, va donc faire un tour au Canada. » Eux autres, là, mettons que le gars, il cherchait des, je sais pas moi, il cherchait des réveils matin. Il dit « Va-t'en au Canada, tu vas aller à telle place à Ottawa, il y a une place que tu vas te rendre, là. Il y a des entrepôts de réveil matin, il y en a quasiment 22 km de long des deux côtés du boulevard dans des entrepôts à pu finir, c'est à l'infini. » Il dit, eux autres, ils en ont des réveils matins à vendre, c'est l'enfer. Dans son cas, à lui, c'est du gaz. Puis le réveil matin, c'est du gaz qu'on a. Il dit, sacrément, il s'en vient ici, il dit, « Hey, M. Trudeau, vos entrepôts bourrés de réveil matin, j'aimerais ça d'en avoir 3-4 bateaux bien pleins de conteneurs. » Il dit, « J'en veux là. Fais-moi ton prix, je suis acheteur pour pas rien que cette année, tout le temps. T'es mieux d'en faire des réveils matins. » Là, j'ai enlevé le réveil matin, on va mettre le gaz. On a du gaz à pocheter. Le monde vient de nous béguer. On est là, puis on fait semblant que la Russie, on les a dans le cul, puis on fait semblant que nous autres, l'Ukraine, on les tient à cœur. On leur envoie des chèques. Mais le meilleur moyen d'aider tout ce monde-là, puis de mettre pas l'URSS, mais la Russie dans la marde, c'est de carrément de prendre soit celui qu'on a dans notre sol, ici au Québec, ou prendre celui de l'Ouest, le sacrer dans le pipeline, il manque un bout à faire, l'amener au Saguenay, sacrer ça à l'Anse-Saint-Jean dans le bateau avec l'usine qui met ça en gaz liquéfié. Le bateau part, merci, ça va emporter en Allemagne, ça va emporter en France, ça va emporter au Japon. Le cash rentre à tour de bras. T'en veux-tu des hôpitaux neufs? T'en veux-tu des écoles neuves? Ah ouais, go! Sacrement, ils repartent de chez nous, la queue entre les deux jambes, puis ils comprennent pas. Ils se disent, qu'est-ce qui vient d'arriver là? Les politiciens. Mais ça n'a aucun sens. Il n'y a rien qui fait du sens là-dedans. Il n'y a rien qui fait du sens, mais c'est parce que c'est ça. Leur agenda, eux, s'ils vendent du pétrole, ça ne donne pas de vote. Au contraire, ça leur nuit. Par contre, s'ils donnent des intentions pour sauver la planète, ça donne des votes. Fait que, ils s'en foutent. Le politicien, il n'est pas cave à temps plein. C'est juste qu'il n'y a pas le même système de comptabilité que le nôtre. Oui, mais il a fait pire que Nous ça. autres, Trudeau, il a fait pire que ça. Il a donné une leçon de décarbonisation aux Japonais qui gèlent.
C'est parfait. Hey, excuse-moi, là. Je te le dis qu'on est beaucoup totons. Ben, tu vois, c'est exactement ça le point. Les Canadiens, c'est quoi qu'ils veulent? Ils veulent augmenter leur PIB, ils veulent augmenter leur richesse, ils veulent... ainsi de suite. Le politicien, lui, c'est quoi qu'il veut? Il veut pas ça. Sans sac. Lui, il veut garder sa job. Il veut gagner des votes. La personne qui doit changer sa perception là-dedans, là, c'est le Canadien. C'est de dire, hey, je voterai pas pour toi parce que tu veux décarboniser le Japon. Je vais voter pour toi parce que tu veux vendre notre pétrole là-bas. Mais on s'en sac maintenant. Tu sais, quand on parlait de notre niveau de confort, là, la plupart des gens, augmenter le PIB, pourquoi? Netflix rentre. Oui, c'est ça. Beaucoup de bière est divertissements frette. pas chers. Eh oui, ma bière est frette. Pourquoi je ferais plus d'argent? Tu sais, un moment donné, tu vis d'une place comme ça, à cette heure-là. Le politicien va aller où est-ce que les votes sont. Puis malheureusement, avec les multiples partis politiques qu'on a aujourd'hui, ben, tu n'as plus besoin d'avoir 50% du vote. Tu sais, je pense qu'aux États-Unis, c'est quand même tough aller chercher 51% pour rester en place avec le bipartisme. Fait que tu es obligé quand même d'être très, très, très près des réalités de tout le monde. Au Canada, tu es capable de te maintenir en place comme premier ministre majoritaire avec 32-33% du vote. Là. Ça veut dire que tu te ramasses beaucoup plus dans les marges. Tu es pas mal plus éloigné de ce que le vrai monde, entre guillemets, veut. Puis au Québec, c'est encore pire. Là. Moi, j'ai remarqué, Fait que, ce qui m'a marqué de la COVID, Yann, c'est que moi, j'ai toujours pensé que nous autres, de notre petit côté latin, on faisait un peu plus américain du Sud. Donc, tu sais, Amérique du Sud, là, on fait plus pays un peu tout croche. Venezuela, Brésil, Argentine, toutes ces places-là. Puis que, vu qu'on avait nos amis du Canada anglais, qui étaient un peu plus, je dirais cartésiens, un peu plus, le côté anglo-saxon, plus organisé un peu. Puis, là, pendant la COVID, quand j'ai vu les Canadiens anglais freaker raide avec la COVID, j'ai dit, oh sacrement, on n'est pas équipé plus fort l'autre bord. On est vraiment... Et quelqu'un m'a dit en fin de semaine qu'il est en train de vendre son entreprise, puis il faisait affaire avec une banque, avec des Canadiens, puis tout là. Puis ça n'allait pas comme il voulait. Puis finalement, ils ont donné le mandat à une entreprise américaine qui se spécialise là-dedans. Il dit, à peu, là, on est dans une autre affaire complètement, le due diligence, toute cette affaire-là. L'entreprise, il va être vendue aux alentours de 50, 60, 70 millions de dollars US. Il dit, toute la patente, il dit, il n'y a aucune comparaison entre comment nous on fait et comment eux ils font. Il est 10 heures le soir un samedi, puis les emails de la compagnie en question rentrent pour des questions sur des chiffres qu'ils regardent, là. Moi, je pense que c'est ça le problème. Je pense qu'on est devenu, tu l'as dit, trop confortable et on ne travaille plus, on ne se questionne plus, puis on est lâche. Fait que les gens qui veulent rester dynamiques puis qui veulent rester performants, il faut qu'on réussisse à continuer d'avancer malgré le gouvernement. Ça, c'est le défi vraiment, je pense, des prochaines décennies, là. Comment on réussit à rester productif avec ces tatas-là qui nous gouvernent et qui changent tout sans arrêt. Tu sais, c'est pas nécessairement tout le temps mieux aux États-Unis. Là. Ma blonde, elle part jeudi pour les States. Puis elle a reçu une notification avec Pharmaprix lui disant oublie pas d'avoir ton passeport vaccinal parce que c'est maintenant rendu obligatoire pour aller aux États-Unis. Ouais, ça, il y a beaucoup d'histoires, là. Je te dirais que. On s'en parle, là. Non, mais c'est quoi qui se passe avec les Américains? Là? Ouais, Ils vont partir à patente pour vrai, là? Ouais, ça, c'est des... Il n'y a pas grand monde à qui c'est arrivé. Non, je sais, mais tu veux pas prendre la chance, on s'entend, là? Moi, entre ce qu'on lit sur Internet puis des milliers de personnes qui passent, le douanier ne pose aucune question là-dessus, là. 0, 0, 0, non, 0. Ça, je comprends ce bout-là, mais ça reste qu'ils ont recommencé à le demander. En fait, c'est une norme du CDC, je veux dire. Comment ça existe encore, ça? C'est bizarre, très bizarre. Ça, j'ai fouillé la même chose, puis j'ai dit, c'est parce que moi, j'y vais aller-retour, je suis pas à jour, moi. Moi, je suis 0 à jour, et je le sais pas. Ils ne demandent pas d'être à jour, je pense qu'ils demandent 2. OK, ouais, OK. Mais moi, il n'y en aura pas 3. Il y a du monde qui ne l'ont pas, le 2. Là. Je veux dire, on avait fini ça, cette niaiserie-là. Là. Pourquoi ça recommence? Hein? Mourir du cœur, ça me tente pas, là. Ça me tente pas pantoute. Hey, qu'est-ce que je voulais te dire? Non, c'est ça. Regarde, on fait un beau tour, c'était le fun.
Puis merci d'avoir été là avec nous autres sur Radio Pirate. Écoute, j'en avais d'autres, là, mais j'ai viens de regarder le timing. Mais ça fait 5 minutes que je te parle. Donc, Yann Sénéchal, votre conseiller.net, si vous avez besoin de lui, ou encore, si vous voulez écouter les podcasts de Yann sur toutes les plateformes que vous connaissez, entre autres, peut-être, Spotify, toujours le fun. Apple Podcast est toujours le fun. Vous faites Yann et Frank pour le podcast de Yann. On est dans quelques instants. On a le prof Caron qui est stand-by. On va avoir une boîte à Jerry également un peu plus tard. Oui, il y a une genre de boîte. Une petite boîte. Petite boîte. On revient. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Radio Pirate. Radiopirate.com. On fait ça de temps en temps. Et on le fait aujourd'hui. C'est-à-dire que on fait un bout avec le prof Caron pour Radio Pirate Prime et Radio Pirate Live, les deux. Là, c'est une fois par semaine, genre. Donc, quand on a un invité, le fun, je sais qu'on va faire... Yann Sénéchal, des fois, on fait les deux qui sont à part, mais c'est des fois intéressant de mélanger les deux. Donc, ça nous fait plaisir de vous offrir pour les... il n'aime pas ça qu'on dise ça, les pirates cheap. Mais regarde, les pirates, les autres pirates, on va y aller avec quelque chose de moins... qui leur fait moins mal un peu. Mais non, c'est une joke. Pirate cheap, je trouve ça le fun. Mais c'est juste que là, on vous offre aujourd'hui le prof Caron qui est toujours dans son... Est-ce que j'ai vu qu'il faisait froid par chez vous, prof? Raconte un peu comment ça se passe. Oui, la semaine passée, pendant à peu près 3-4 jours, là, le ressenti est tombé aux alentours de moins 40, moins 45. Oh Mais là, on est revenu à du moins 15, moins 20. Là. Mais ça, c'est des températures qui sont normales ici au mois de janvier. Là. OK. Prof Caron est professeur de sciences politiques à l'Université de Nazarbayev au Kazakhstan et chercheur senior à l'Institut pour la paix et la diplomatie. Vous devez le suivre. Toujours bien intéressant sur Twitter. Et ce qu'on fait sur Radio Pirate Prime, on va jaser avec le prof pas mal plus longtemps sur Prime. Mais pour Prime et Live, je veux qu'on fasse un genre de bilan de 2022. À savoir quelles ont été les affaires exceptionnelles qu'on a eues, quels ont été les couillons de la patente, les poches de l'année, puis peut-être aussi quelques petites projections sur ce qui s'en vient. J'ai hâte de t'entendre là-dessus sur ta revue de l'année. Vas-y donc avec... commençons par les trophées, commençons par les plus solides, puis descendons tranquillement vers la médiocrité. Oui, je vais commencer par mon homme de l'année. Pour moi, c'est Elon Musk qui aurait dû remporter le prix. Le Times Magazine nomme toujours un homme de l'année. C'était pas lui, mais ça aurait dû être lui. Pour la simple et bonne raison qu'il contribue à faire éclater un grand mal dans les sociétés occidentales, qui est en fait l'unanimisme des politiciens puis des journalistes. Une espèce de convergence qui détruit la démocratie, puis qui en vient aussi à créer une intolérance envers certaines idées. Et on voit aussi depuis quelques semaines, il expose la relation entre ces deux sphères-là, du monde politique puis du monde journalistique, qui est en fait une relation d'amant, qui a exposé au grand jour les liens entre Twitter puis le Parti démocrate aux États-Unis, le dossier d'Hunter Biden, puis bien d'autres. Donc, certains n'avaient pas encore allumé sur ce qui se passait, mais Musk, en exposant la couchette entre les médias et les politiciens, de gauche, là, évidemment, il va contribuer à réveiller encore plus de gens qui vont dorénavant se montrer beaucoup plus critiques et sceptiques. Puis ça, dans une démocratie, là, c'est fondamental. On dit là, que le pire défaut d'une démocratie, c'est l'unanimité. Puis c'est ce qu'on a vu en Occident, mais tu as un point extrêmement important. Prof, tu as un point important parce que on a parlé la semaine passée pour les humoristes, puis j'essaie de comprendre comment ça que cette gang-là veut absolument juste s'occuper d'un côté. Moi, mon feeling, c'est que si tu es bright, tu veux prendre la place où il n'y a personne. Je veux dire, si, mettons, j'arrive, je suis journaliste, je regarde les idées qui sont défendues, je me dis, regardons, il y a 150 personnes dans ce coin-là, puis il y en a 0 dans l'autre coin. Donc, si je veux faire ma place, comme, mettons, journaliste, parce que souvent,
quand tu arrives à 20, 21 ans, 22 ans, tu sais pas vraiment ce que t'es. Es-tu de gauche? Es-tu de droite? Es-tu avec tel parti ou pas? T'es pas mal plus là pour te faire du fun puis savoir c'est où la place où ce que je peux me faire du fun. Mais là, tu t'en vas dans une gang qui est bien établie, qui liche sur le derrière de tout le temps la même gang, puis dans l'autre gang, il n'y a pas un chat. Il me semble que, naturellement, il devrait y avoir une balance. Ou les humoristes, la même chose. Il devrait y avoir une balance. Mais là, puis c'est pas juste au Québec en passant, là, c'est à la grandeur du globe, cette affaire-là. Le journalisme, c'est une honte, prof. C'est une honte. C'est devenu des relationnistes de presse, des politiciens, là. Mais le problème, ce qui est peut-être... Il y a plus de concurrence, il y a plus de diversité aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup plus de vrais réseaux privés. Tandis qu'au Québec, on en a déjà parlé, on le sait que depuis les dernières années, les salaires de beaucoup de journalistes sont subventionnés en partie par des subventions gouvernementales. Fait que ça, inévitablement, là, ça crée une relation où le journaliste peut plus se permettre de critiquer la main qui le nourrit. Donc, on est loin, là, tu sais, j'en parlais dans un de mes billets il y a quelques mois. On a célébré l'année dernière le 50e anniversaire du scandale du Watergate. Ça, c'était 2 journalistes du Washington Post, Bernstein puis Woodward, qui ont fouillé puis qui ont exposé la corruption de Richard Nixon. C'est à ce moment-là qu'on a parlé des journalistes comme étant le 4e pouvoir, le législatif, l'exécutif, le judiciaire, le monde journalistique, qui jouait un rôle de contrepoids, de surveillance constante des politiciens pour faire en sorte qu'ils n'étaient pas corrompus, qu'ils avaient à cœur l'intérêt général. 50 ans plus tard, là, le journalisme, c'est plus le 4e pouvoir, là. C'est devenu des attachés de presse, des journalistes. Puis à l'époque où tu étais à Radio X, je me souviens, c'était Legault. Il y avait un journaliste qui avait posé une question à Legault lors de la pandémie. Puis sa réaction avait été là, ouais, vous autres, vous êtes critiques, hein? Vous nous aimez pas, là. Puis quelques mois plus tard, le gouvernement annonçait, puis la Ville de Québec aussi annonçait qu'il arrêtait d'acheter des publicités à Radio X. Donc, si tu es un média qui dépend en grande partie des subventions gouvernementales, puis tu te fais dire, dans ce cas-là, c'était ouvertement, là, tu te fais dire, si tu joues pas à game, on va te couper les vives. Ben, les médias, là, ils veulent survivre, hein? Donc, ils se mettent la tête dans le sable, ils baissent les culottes, puis ils fournissent eux-mêmes la vaseline, là. C'est exactement ça qui s'est passé au Québec, c'est ce qui se passe au Canada. Puis c'est malheureux, on peut plus se fier sur les journalistes. Et là, heureusement, on a des gens comme Musk qui libéralisent la pensée sur Twitter. Et puis ça fait du bien. Les gens peuvent enfin avoir accès à une autre perspective, l'envers de la médaille. Puis les gens ne sont pas cons, là. Ils sont capables de se faire leur propre idée, mais pour se faire leur propre idée, ils doivent au moins avoir accès aux 2 côtés de la médaille. Puis ça, Musk rend un énorme service aux gens en offrant cet envers de la médaille-là. Puis je pense que c'est important aussi de le rappeler, là, Musk, il fait pas ça avec l'argent des autres, là, mais avec ses propres billes. Fait que chapeau chapeau l'artiste. Puis, contrairement à d'autres là, qui se permettent de gagner une notoriété grâce à l'argent, puis aux bombes et aux missiles des autres, là, pour ne pas le nommer l'autre homme de l'année selon le Times Magazine. Oui, ce qui est drôle, c'est que Musk était l'homme de l'année en 2021. Ben, la personnalité de l'année. Là. Oui, parce que c'était un bon gars à l'époque. Là, oui, à l'époque, c'était un très bon gars. C'est ça. Mais là, c'est devenu le diable incarné, là. Tu sais, je veux dire, tu peux pas passer là, d'une année à l'autre, là, de sauveur de l'humanité au pire crosseur, au pire danger pour le système démocratique là, qu'on n'a pas connu depuis Hitler. Tu sais, c'est ça aussi le problème avec les journalistes, puis ils s'en rendent pas compte, c'est qu'ils font tellement dans l'enflure verbale puis l'exagération, de plus en plus de gens qui réalisent que c'est devenu des militants, là, qui ont un message à faire passer. Puis en fait, leur message, c'est triste, c'est très basique, c'est de continuer à survivre, continuer à engranger les subventions gouvernementales parce qu'ils savent que s'ils commencent à se montrer le moindrement critique, le gouvernement va leur couper les vives. Puis ça veut dire des mises à pied. Tu sais, l'être humain, l'homme, là, avec un grand H, là, est très facile à comprendre. Il se préoccupe d'abord et avant tout de ses propres intérêts personnels. Tout ce qui dépasse là, ses intérêts personnels, l'intérêt général, là, c'est facultatif. Là. C'est pas difficile de comprendre la nature humaine. Là. Il suffit de regarder à gauche et à droite comment les gens se comportent.
Puis les journalistes sont pas plus nobles que n'importe qui d'entre nous, là. J'ai vu, d'ailleurs, parlant des menaces à peine voilées du premier ministre, c'est arrivé encore juste avant Noël. Il y a eu un genre de get-together de journalistes de Québécois, TVA et tout ça, qui étaient ensemble. Mario Dumont, puis oui. Exact. Et là, il est en train de dire, et ça, c'est drôle, hein, parce que il y a plein d'affaires qui sortent, puis que quand eux décident que là, c'est le temps pour eux de le dire, ça devient comme acceptable. Là, c'est la même chose sur McKinsey en ce moment. Là. Le McKinsey, à chaque fois qu'on parlait de ça, on avait l'air une gang de complotistes. Complotistes. Et, ben oui, puis là, aujourd'hui, c'est ces journalistes-là qui semblent être grâce à nous, puis grâce à Québec solidaire, puis grâce... Mais voyons donc, c'est des affaires que Éric Duhem parlait, que nous, on parlait depuis longtemps. Là, José Legault en parle, tu sais. C'est tout dire, là. Oui, c'est ça. Donc là, il est arrivé cette histoire-là, pour les gens qui ne l'ont pas vu, je suis content que tu l'aies vu, mais il est arrivé un genre de discussion à micro ouvert. Il y a Dumont, il y a Antoine Robitaille, tout le monde de Québécois. Et en passant, le gouvernement du Québec, en ce moment, met moins d'argent. L'argent, suite à la patente sanitaire, elle est disparue. Donc, la majorité de l'argent qui rentre dans les médias en ce moment pour payer les salaires des journalistes, c'est de l'argent du fédéral. Donc, le provincial, là, on devient un peu moins, on devient un peu plus baveux, on devient un peu plus fort, là, parce que là, maintenant, on a moins d'argent d'eux autres, donc on va les brasser un peu. Et on fait un tour de table qui a duré, je n'ai pas tout écouté, là, mais ça a duré peut-être 3-4 minutes. Et tout le monde passait un après l'autre pour dire comment le premier ministre avait été pas bon et mauvais pendant la campagne électorale. Et lui, il leur a répondu, avant de partir à Puerto Vallarta, il leur a envoyé un Twitter, un message. Merci, c'est le fun de faire de la politique avec du monde comme vous, quelque chose comme ça. Là. Exact, une affaire de même. Donc ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, hey, ma gang de salauds, si vous pensez vous en tirer, je vous check. C'est des menaces à peine voilées qu'on a eues là. Puis ça, c'est je veux dire, un politicien, normalement, ça se fait critiquer à tous les jours, puis ça se fait encenser à tous les jours. Donc, une critique, là, Legault, ça devrait pas le surprendre, ça devrait faire partie de sa job. Mais lui, pendant 2 ans et demi, il s'est pas fait critiquer par personne. Donc là, quand les critiques recommencent, ben là, monsieur, il prend pas, puis il se permet ce genre de petits commentaires-là. Donc, c'est représentatif de ce qui s'est passé depuis 2 ans et demi. Il y a eu, là, carte blanche, monsieur, pour faire tout ce qu'il voulait. Il y a personne qui le critiquait. Fait que là, il commence à être surpris qu'on remet en question ses capacités d'homme d'État, là. Donc, c'est très symptomatique de cette relation-là qui a été une relation d'amant. Là. J'étais dans le même lit, là, les journalistes puis les politiciens. Là. Je veux dire, je suivais un peu à distance les points de presse. Puis, tu sais, c'était du Guillaume Lepage là, pendant 2 heures, là, des questions... Des questions faciles là, de softball. Là. Il n'y avait pas d'aspect critique, il n'y avait pas de volonté de « oui, mais ça se pourrait-tu que vous ayez tort, puis qu'il y a d'autres façons de faire? » Non, c'était pas beau. Là. C'était pas un beau spectacle pour la démocratie. Donc là, on a un trophée pour Elon Musk. Moi, regarde, j'adore, j'ai autant de plaisir à lire tous les tweets qu'il peut faire dans une journée que ce qu'on en avait quand Trump s'amusait sur Twitter il y a quelques années. Donc, pour moi, regarde, c'est une révélation extraordinaire. Puis tu sais, je veux dire, j'ai même pensé m'acheter une Tesla. À sa manière, il n'est pas toujours parfait. Hein. Des fois, il écrit des conneries, puis des fois, il n'est pas très pertinent. Là. Le monsieur n'est pas parfait. Là. Il y a ses travers, il y a ses défauts aussi. Mais ce qu'il a fait, à même sa fortune personnelle, les gens se moquent de lui. Là. Il a perdu 200 milliards cette année. Il s'en sac, là. Il est capable de payer son épicerie quand même. Là. Puis lui, l'achat de Twitter, c'est pas nécessairement pour faire de l'argent. Je pense qu'il a réalisé, il a compris que quelque chose qui fonctionnait pas, puis il a décidé de corriger le tir. Là. Donc, faut remercier ces personnes-là. Là. Ils méritent le titre de l'homme de l'année. Qui sont les pas bons de 2022? C'est Ginette et Yvon, les boomers québécois. Ça, c'est des gens qui ont réélu là, massivement un gouvernement qui souhaite continuer à marcher en direction du précipice. Puis pourquoi? Pour un virement Interact de 500$. Ça a essentiellement été ça. Là. Alors là, vous le voyez, là,
Le Québec a le pire système de santé du Canada. C'est honteux. Des gens qui passent la nuit couchés au sol avec une appendice éclatée. Un système d'éducation qui est devenu un système de propagande woke. Les petits vieux qui meurent dans leur pisse à manger de la scrap dans les CHSLD. Une province où on ne peut plus rien développer à cause des Khmers verts. Donc, c'est ces gens-là, les gens qui ont voté, les Ginette puis les Yvon de ce monde qui ont voté pour la CAQ, c'est des gens qui sont un peu égoïstes, là, tu sais, qui ont la tête enfouie où le soleil brille jamais. Là. Donc, ces gens-là ont permis à un gouvernement d'encore une fois d'accumuler 4 années de perdus qui vont s'ajouter aux 4 années précédentes. Puis, dans les livres d'histoire du Québec, dans 50 ans, là, cette période-là, là, on va l'appeler la petite noirceur legaultiste. Il y a eu la grande noirceur duplessiste. Duplessis avait quand même plus d'envergure intellectuelle que Legault. Donc, dans le cas de Legault, là, on va plutôt parler, je pense, de la petite noirceur legaultiste. Ça me rappelle une blague. J'ai fait une adaptation d'une blague soviétique que les gens ici dans la région se plaisaient à raconter pour se moquer de leurs dirigeants. Puis, donc, vous imaginez, vous avez Parizeau, Bouchard, Charest puis Legault dans un train qui s'immobilise soudainement. Fait que Parizeau, c'est le premier à parler, puis il dit « C'est la faute des immigrants si le train avance plus ». Bouchard, c'est le second à prendre la parole, puis il dit « Si le train avance plus, là, c'est parce que les employés des chemins de fer, les cheminots, là, ils travaillent pas assez, là. C'est une gang de paresseux. » Charest, il dit « Bon, ben... » Non, pas assez fort. Moi, c'est ça. Moi, Charest dit « Moi, j'ai les deux mains sur le volant, fait que ce qu'on va faire pour que le train avance, on va leur donner une petite subvention pour que les employés des chemins de fer, les cheminots, se remettent au travail en échange d'une petite ristourne qu'ils vont redonner à mon parti. » Puis lui, Legault, il dit simplement « Fermons les rideaux du train, puis imaginons-nous qu'il se remet en route pendant que je lis un roman, puis on va réouvrir les rideaux dans 4 ans. » C'est excellent. Bon, les Soviétiques, ils prenaient Staline, Lénine, oui, c'est ça. Brejnev. Mais je veux dire, dans le cas québécois, c'est ça. Là. Les 4 dernières années, ça a été de l'immobilisme. Il n'y a rien qui s'est passé. Le système de santé a empiré. Puis là, les 4 prochaines années, là, le Québec se dirige là, encore une fois dans la même direction, le même précipice. Puis ça, les dommages qui sont faits maintenant vont avoir des conséquences là, exponentielles pour les jeunes d'aujourd'hui. Là. Mais bon, c'est inévitable quand ceux qui votent pour la CAQ, pour Legault, ben, c'est un peu des pense-petits qui ont essentiellement là, juste voté pour un virement Interact de 500$. Puis là, ça donne bien, ils s'en sont fait promettre un autre là, dans une couple de semaines là, pouvant atteindre, je pense, là, jusqu'à 2000$ ou quelque chose comme ça. Là. Ils sont crampés, là. Ils sont bien contents. Monsieur Legault, là, faites un bon travail, continuez. Ça, c'est du pense-petit, c'est penser à ses petits intérêts personnels là, sans vision d'avenir. Puis ces gens-là devraient penser à leurs enfants, leurs petits-enfants, puis leurs arrière-petits-enfants qui vont être obligés là, de verser plus de 50% en taxes et impôts pour pouvoir soutenir un système éléphantesque, l'État-providence québécois qui n'est pas soutenable. Là. Ça peut plus fonctionner comme ça avec le déclin de la démographie. Les changements auraient dû être faits depuis des années déjà. Puis, c'est ça. Les gens préfèrent voter pour l'immobilisme. On ferme les rideaux, puis on s'imagine que tout bouge, puis on rouvrira les rideaux dans 4 ans. Mais sans défendre les boomers, je sais que les boomers, c'est pas la clientèle pour le Parti conservateur. La clientèle du Parti conservateur, c'était les X. Donc, les boomers, pour eux autres, c'était comme... d'abord, ils ne comprenaient pas trop l'histoire d'Éric Duhem. Éric Duhem, en plus, pour beaucoup d'hommes boomers, je ne suis pas certain que c'est le type de personne qu'ils aiment. Ils sont dans leur époque. Là, puis en plus, c'est un gars qui ne paye pas ses comptes. Hey, pas responsable, ça. Hein? Ben oui, tu sais. Mais il n'y avait pas grand-chose pour eux autres. Je veux dire, le Parti libéral est un parti complètement fucké. Le Parti québécois devrait être bouffé par la CAQ. My God, qu'on n'est pas choyé pareil quand on regarde ça. Non, ben, puis tu sais, concours de circonstances, hein, le Parti québécois, là, son chef ne serait pas élu si une voleuse s'était pas présentée contre lui là, pour Québec solidaire. Là. Tu sais, là, les journalistes, là, le Parti québécois est en train de renaître de ses cendres. Là. Comment le Parti québécois là, a été chanceux comme ça se peut pas. Là.
parce qu'il serait en train de se chercher un chef en ce moment, là. L'UTT du vol de la candidate de Québec solidaire dans la circonscription de Saint-Pierre-Plamondon, non? Puis le Parti libéral, parti à la dérive, hein? Ça se presse pas aux portes là, pour devenir chef de ce parti-là. Là. Non, sauf que je continue à dire que Éric Duhaime a une réflexion à faire et que... Parce que il n'est pas minuit moins 25. Là. Moi, j'ai 55 ans. Dans mon cas, pour qu'il soit capable de garder mes enfants, il est minuit moins 1. Là. Moi, mes enfants vont faire leurs affaires pour être ailleurs. Oui, il est 1h30 du matin. Là. Je n'ai absolument aucune intention de rentrer au Québec. Absolument aucune. Là. Donc, il est tard. C'est ça que je veux dire. Et là, monter un parti puis commencer à avoir la confiance des gens en ce moment. Je sais que ça se fait. Mais vous êtes un parti de droite puis qui va être démoli par les médias de Québécois pour toute son existence. Mm-hmm. Je pense qu'on rêve en couleur. Il faut rentrer dans un parti qui existe. Il faut récupérer. Oubliez le Parti québécois, c'est la CAQ. La CAQ, c'est le PQ 2.0. Mm. C'est le Parti libéral qu'il faut rentrer dedans et qu'il faut commencer à ramasser. C'est notre seul moyen d'essayer de faire quelque chose rapidement puis d'être capable de battre la CAQ dans 4 ans. C'est le seul moyen. Ouais. Ça, c'est un autre truc à surveiller en 2023. Ça va être la professionnalisation du Parti conservateur. Là. Puis ça, c'est nécessaire. Là. C'est vraiment l'année où Éric Duhaime doit solidifier son leadership sur le parti. Donc, il va avoir un vote de confiance, là, je pense, là, en 2023. Donc, c'est son premier défi, là, faire taire ses opposants à l'interne là, qui réclament sa tête, sans qui le parti, de toute façon, aurait eu 1 ou 2 % des voix. Puis une fois qu'il aura réglé ça, là, le temps, ça va être pour lui de professionnaliser le parti, le préparer aux prochaines... S'il décide là, de ne pas fusionner ou faire une coopération quelconque avec le Parti libéral, donc préparer le parti aux prochaines élections, s'entourer de professionnels de la politique, des gens qui vont être capables de développer des bases solides dans les circonscriptions, parce que c'est ces organisations-là qui constituent la colonne vertébrale là, d'une victoire, de la lutte sur le terrain. Donc, c'est un travail de l'ombre, ça implique moins d'exposure médiatique. Donc, 2023, ça devrait être pour Éric Duhaime une année ingrate où il va vraiment là, se mettre là, se mettre les mains dans le chenoute puis vraiment là, bâtir là, les véritables bases du parti qui vont lui permettre d'être plus compétitif dans 4 ans. Puis c'est aussi graduellement faire connaître des gens dans le parti qui un jour vont être appelés à devenir candidats. Donc c'est non seulement leur donner une notoriété, mais aussi montrer qu'il y a des gens compétents aussi qui l'entourent dans ce parti-là. Là. Donc, dans l'éventualité où le parti en viendrait, hypothétiquement parlant, à former un gouvernement, que les électeurs soient capables de se dire « Ah, ce candidat-là pourrait être un bon ministre de l'Éducation, celle-là, une bonne ministre de la Santé. » Ça, c'est nécessaire. Là. Le parti ne doit pas être un one-man show. Éric Duhaime doit commencer à trouver des gens, faire en sorte qu'ils obtiennent... Ils développent une notoriété et qu'ils soient aussi en mesure de montrer leurs compétences dans des domaines très précis qui montrera aux électeurs que c'est pas des coucous, c'est pas des complotistes, c'est des gens extrêmement compétents qui ont des idées valables à défendre, puis ils feraient pas pire que la gang à mon oncle Legault, là. Sauf que ça peut pas être le Parti conservateur du Québec, ça peut pas être un show de radio fait sur Facebook avec un animateur avec un casque d'une réceptionniste chez Bell Canada. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il va falloir que, c'est ça, qu'il y ait une prestance, il va falloir qu'il y ait une organisation, il va falloir que, justement, s'il ne veut pas joindre un parti déjà, bon, c'est sûr que le Parti libéral, c'est plus le Parti libéral du temps, mais il y a quand même un brand qui a marqué l'histoire du Québec. Donc, est-ce que c'est récupérable? Sinon, il faut que il y ait une structure et une manière de se présenter qui montre au reste du monde, et incluant les fameux médias sales qui vont l'attaquer continuellement, qu'ils ont une prestance qui est plus grande que la gang un peu tout croche de Québec solidaire, la gang un peu tout croche du Parti québécois, la gang tout croche maintenant qui se sont joints à ce gang-là du Parti libéral. Donc là, tu as raison. Le gros de la job, c'est de donner une méga crédibilité. Il faut que ça devienne... Il faut que ça devienne... Là, quand je regarde Éric Duhaime et tous ceux qui vont nous présenter, il faut que dans ma tête,
sans aucune gymnastique quelconque, je vois là-dedans des potentielles personnes qui vont gérer à la place. À date, je l'adore, Éric, c'est mon ami. Mais à date, j'ai l'impression que c'est un show de radio sur Facebook avec un gars qui se met un casque de réceptionniste de Bell Canada. Oui, mais est-ce qu'il y a d'autres options devant lui? Hein? C'est un peu ça le problème aussi. Là. Les médias vont toujours avoir tendance à le diaboliser. Moi, pendant la campagne électorale, je me souviendrai, j'avais dit, moi, je pense qu'il devrait boycotter les médias traditionnels parce que ça devient contre-productif. Il est incapable de véritablement faire passer son message. 100% d'accord. Donc, mais quelles sont ces alternatives à part ces shows de radio sur Facebook? Ben, si tu le fais, il faut que tu le fasses avec des décors, il faut que tu le fasses avec un côté, il faut que tu investisses là-dedans, il faut que ça ait l'air big, il faut que ça ait l'air présidentiel, il faut que tu aies, regarde, il y a des gens de mode, son conjoint est quelqu'un de mode, il faut qu'il soit habillé comme s'il se levait le matin et qu'il se couchait avec des habits de chez Zara dans son lit. Il faut qu'il y ait cette prestance-là. Hey, je vous laisse aller, on s'en va vers un autre bloc sur Radio Pirate Live, parce qu'on va continuer, nous autres, à jaser avec le prof Caron de plein d'affaires, OK, dans les prochaines minutes. Vous devez devenir membre de radiopirate.com pour avoir le reste. Radio Pirate. Ah! Loud noises! Radio Pirate. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. OK, de retour sur Radio Pirate Live. Wow, my God, du stock pour commencer la semaine, c'est incroyable. Jerry, t'es prêt pour la boîte? Juste avant, Mr. White m'a découpé, on a fait entendre tantôt à Yann Sénéchal le bout audio de l'entrée de Christian Dubé, tout le monde en parle, qui est très malaisante. Mais il m'avait donné aussi d'autres audios, le fun à entendre. Ben, le fun, c'est pas un sujet super le fun. Ça a été la cancellation d'un humoriste que je connais plus ou moins, mais on ne sait pas trop ce qui est arrivé parce que l'article qui a été fait a été démoli quasiment un an après par les mêmes témoins qui étaient dans l'histoire du début pour canceller. Le gars s'appelle Julien Lacroix, c'est ça, hein, Mr. White? Julien Lacroix, oui. Yes. Qui est un humoriste que moi, j'apprécie. Moi, je l'aime bien. Moi, je le suivais. Je le suivais dans le temps parce qu'il faisait beaucoup de choses sur Facebook et Instagram, puis tout ça. Il faisait des genres de capsules avec d'autres humoristes. Puis il était bon. Moi, je le trouve bon. C'est un mélange entre l'absurde puis un genre d'humour malaisant, là, tu sais. Puis qui déstabilisait un peu le monde qui écoutait. Ça fait que moi, je peux pas dire que c'était un humoriste que j'appréciais pas. Je l'appréciais. Puis il était à Stéphane Bureau vendredi soir. Vendredi soir, on se demande toujours pourquoi ils font un show de chaises le vendredi soir, mais c'est là, puis ça s'appelle Le Monde à l'envers. C'est à TVA que ça se passe. Puis, ils ont essayé de canceller en fin de semaine la gang Stéphane Bureau en passant. Ils ont essayé de canceller. Qui a backé Peterson, parce que lui aussi est sur le bord d'être cancellé par sa propre... son ordre de pas tant de choses. Mm-hmm. Donc, ils ont essayé, parce qu'ils ont dit « Ah, il a défendu Peterson, faut pas oublier, c'est le même qui a eu Raoul en entrevue. » Puis là, ils ont travaillé fort en fin de semaine pour canceller Stéphane Bureau. Là. Mais moi, je pense que Stéphane Bureau, c'est un pirate là, qui est par en dessous. Là. Moi, je pense que c'est un pirate qui... il est vraiment dans notre gang, j'ai l'impression. Puis il essaie d'amener ça dans le mainstream. T'sais. Jusqu'où que ça va durer, on verra. C'est le premier, je pense, qui recevait Julien Lacroix en entrevue. Julien, il avait peut-être fait, je pense, un podcast quelque part un peu obscur. Là. Puis c'était la première entrevue. Ça fait que là, ils sont assis face à face avec la foule autour et tout ça. Ça devait être quand même assez intimidant. Là. Et ils ont fait cette entrevue-là. Ça a duré un bon 15-20 minutes, je dirais. Puis, à un moment donné, ils posent la question... Tu sais, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils veulent l'amener. On voit qu'ils essaient un peu de l'aider à ce qu'il revienne un peu pour faire sa job d'humoriste et tout ça. Mais en même temps, il cuisine quand même pas mal sur ce qui est arrivé. Puis à un moment donné, il parle du devoir.
Tu sais, il dit, tu penses que Le Devoir ont fait une job pas totalement honnête? Fait que là, il a répondu à ça. Vous parlez de la mauvaise foi du Devoir. Ben oui, je parle de la mauvaise foi du Devoir, puis je suis pas le seul à le dire, qui a fait un travail qui, moi, je considère qui était pour les clics, qui était... Pour les clics dans le sens de... Des clics sur les médias sociaux, qui a fait des amalgames entre des affaires. Tiens, il faudrait être imbécile pour pas être pro un mouvement MeToo. Je pense que fallait être imbécile pour pas entendre qu'il y avait un ras-le-bol. Fallait être sensible. Ça a commencé avec Weinstein, qui a violé je sais plus combien de femmes, puis qui est en prison aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on dirait qu'il y a eu une mode dans les médias à faire des enquêtes comme ça. Puis moi, j'y vois un danger. Parce que en ce moment, là, moi, je suis chanceux. Vous questionnez donc le travail journalistique? Du Devoir, oui. Depuis le début. Puis... Mais assez pour dire que votre réputation a été endommagée à cause de ça? Bien, je pense qu'il y a un avant et après la sortie de l'enquête du Devoir. Avez-vous pensé les poursuivre? Quand tu es pris là-dedans, il n'y a pas de mode d'emploi, je l'ai dit et je l'aurais dit. Si tu nies complètement tout, tu es un menteur qui ne croit pas les victimes. Si tu prends responsabilité, bien finalement, j'ai pris responsabilité, puis là, je suis devenu un violeur en série, batteur de femmes, pédophile. Alors, c'est clair pour vous en le disant, mais quand vous parlez de prendre responsabilité, c'est de vous excuser et qu'à ce moment-là, ça change les choses? Bien, s'excuser, moi, je pense, je me suis jamais caché, je me suis excusé. C'est juste que je comprends aussi que dans les excuses, il y a une partie de la société, il y a une branche de gens qui sont jamais satisfaits de mes excuses parce qu'ils veulent que je prenne responsabilité sur des choses que je n'ai pas faites. Tu sais, je l'ai dit et je le redis, je n'ai violé personne, je n'ai battu personne, je ne suis pas un pédophile. Donc, à partir de là, ces gens-là... Mais c'est pas exactement non plus ce que disait l'article du Devoir. Ben, il y avait des sous-entendus. Elles avaient 16 et lui presque 18. C'est de la mauvaise foi. Après ça, je pourrais vous le passer au complet. Puis ils ont fait 3 pages avec ça. La presse puis le 98.5 ont essayé de faire un résumé ou un retour d'enquête. Ça m'a pris 45 minutes de lire l'article. Est-ce qu'en coulisses, vous avez participé à orienter le travail d'enquête de la presse et du 98.5? D'une manière ou d'une autre? Est-ce que... Je pense que c'est surestimé le pouvoir que j'ai. C'est une question qui se pose? Ben, en aucun cas, non. Je ne sais même pas comment on fait ça. Puis je l'aurais fait avant, si j'avais eu à faire ça. Fait que non. C'est quoi qu'il avait fait, lui? Julien Lacroix? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? De quoi il avait été comme en parenthèse c'est quoi? accusé? Ben, là, il dit, j'ai pas violé personne, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Donc, finalement, il reprochait quoi? Ils n'ont pas reproché des viols comme tels, je pense. C'était des affaires, c'était des attouchements, c'était des affaires un peu déplacées, c'était des choses de même. Là. OK. Inconduite sexuelle. Mais ça, c'est très large. Là. C'est très large, c'est très vaste. Là. Puis, dans le deuxième audio, je voulais te faire écouter ça parce qu'à un moment donné, il a posé la question... Comment que ça se passe avec l'entourage, avec son entourage à lui. Puis, ça a été peut-être le moment où ce qui est devenu... C'est le seul moment où ce qui est devenu un peu émotif dans l'entrevue. OK, on écoute ça. C'est ça, puis là, on parle de moi, puis je comprends, puis c'est moi qui est en entrevue, mais il faut comprendre aussi que ces dénonciations-là touchent énormément de gens. C'est plein... Je suis choyé là, que le 98.5 puis la presse se soient repenchés sur ce truc-là, mais c'est des... milliers de gens qui sont sur des listes anonymes, c'est des suicides, c'est des jeunes, c'est des parents qui m'écrivent « C'est dangereux ce qui se passe », puis je comprends qu'on a peur, on a peur de dire la mauvaise chose, on a peur d'être dans la mauvaise équipe, mais c'est vraiment dangereux. C'est dangereux ce qui se passe. Il y a des gens qui s'enlèvent la vie, il y a des parents qui me demandent qu'est-ce que je fais avec mon jeune à Saint-Élie de blablabla. Qui est montré du doigt. Qui est montré du doigt, qui doit changer d'école. C'est pas une façon de fonctionner. Mais à une échelle plus petite, vous avez des petits frères? J'ai 3 petits frères. Comment vous avez parlé de ça avec eux? Je pense que ça a été aussi difficile que ça va l'être d'en parler à mon garçon quand il va comprendre. Mais... C'est une conversation que vous avez déjà eue dans votre tête avec votre garçon? Ben oui. C'est une conversation que je sais que je vais avoir, puis je suis content que là, le dialogue soit plus possible. Je comprends que les gens... Je suis heureux que les gens soient plus nuancés. Je suis content que la colère... Je ne sais pas si c'est de la COVID ou que la colère s'atténue.
Mais reste que, oui, c'est une discussion qui me fait peur, mais j'ai envie d'être honnête comme je le suis en ce moment, puis comme je vais l'être sur scène, puis comme j'estime l'avoir été depuis le début, parce que je dis relativement les mêmes choses depuis le jour 1 où on m'a posé des questions sur tout ça. Ouais. Écoute. Quel dossier bizarre, pareil. Ben, plusieurs dossiers bizarres. C'est... Quand est arrivé le mouvement MeToo, c'est que le Québec, avec sa petitesse, a essayé de faire partie de la patente. Ouais, c'est ça. T'as raison. C'est exactement ça. Donc, les histoires qu'on entendait ailleurs, qui étaient des histoires énormes, grosses, bon, ils ne se sont pas toutes avérées vraies non plus. Là. Il y en a quelques-uns qui... Weinstein, c'est vrai, là, mais il y en a d'autres que ça fait de peut-être. Nous autres, on a essayé de créer la même chose, mais avec la petitesse du marché qu'on a. Mais on a été de l'avant pareil, avec un paquet de choses qui sont... Tu sais, ça, c'en est une. On a Gilles Parent avec nous autres qui est là le jeudi. Gilles, moi, j'ai toujours pas compris l'histoire. Là. Je veux dire, j'ai toujours pas compris la cancellation. T'es quand même assez... Écoute, c'est un verdict incroyable. Là. Mais il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Je veux dire, c'est pas 2 semaines, c'est pas donne pas 10 000 $ ou 5 000 $ à une œuvre quelconque, puis... Oh oui. Va brasser de la sauce spaghetti pendant 3 mois. Il y a comme... Il n'y a pas de sentence, à part la sentence publique, qui n'arrête jamais. Le premier qui a eu une sentence de même, suite à un procès et une histoire qui a fait vibrer la région de Québec et même une partie du Québec au complet, c'est Robert Gillet. Dans les gens connus, il y en avait d'autres dans ce réseau-là, mais Robert Gillet. Donc, il a été reconnu coupable. Et lui, c'est une histoire c'est une histoire criminelle. Mais si je prends, mettons, l'exemple de Gilles, l'exemple de lui, la fille là, qui sortait avec le joueur de hockey, Morin, je veux dire, c'est des gens qui... dans le cas de Gilles, c'est la même condamnation. Oui, il a fait un peu de brassage de spag, là. Je parle de l'autre, là, Gillet. Mm-hmm. Mais je veux dire, Gillet, son vrai prix qu'il a payé, c'est qu'ils l'ont remis à la radio pendant 1 semaine. Ben oui. Ça n'a pas passé, puis ils l'ont enlevé, puis donc sa carrière de radio a été terminée. Mais c'est la même condamnation pour des gestes qui sont sur l'échelle de 100. Je ne dis pas qu'il n'est pas rien arrivé, il est arrivé quelques affaires, là. Mais je veux dire, mettons que Gilles est à 7 et l'autre est à 100. Mm-hmm. Mais c'est la même condamnation. Je veux dire, là, ça a plus de sens. Est-ce qu'on a la boîte? Oui, juste une seconde. Dans le cas de la croix, l'affaire, là, c'est d'une complexité infinie. Je vais te dire pourquoi. Parce que c'est des histoires. Tu sais, c'est arrivé là, dernièrement. Il y a des filles qui voulaient. Il y a des filles qui avaient parlé, puis en réalité, plus tard, ils ont dit on l'aurait pas dû dire ça. Mais ce qui est dur à déchiffrer là-dedans, là. Ils ont dit plus que ça. Ils ont dit que les journalistes avaient déformé ce qu'ils avaient raconté. C'est ça. Mais l'affaire, c'est que c'est des histoires d'un gars, la blonde, son ex, il prend un coup, il en rencontre une dans un bar. Parce que c'est des histoires... Histoire de jeunesse et de boisson. C'est des histoires de jeunesse et de boisson. Exactement ça. Quand tu fouilles un peu puis tu lis, là, c'est toutes des affaires de ça. Là, j'ai pas d'argent pour prendre un taxi. Prends un taxi avec moi. Je peux-tu coucher chez vous à soir? C'est toutes des affaires de même. Tu sais, c'est très, très quelqu'un qui écrit dur, dans le journal, il est sorti d'un bar, j'étais chaude, on s'est vu dans le coin du dépanneur à 3h15 du matin. Et là, j'avais déjà eu une relation avec lui. Oui. Puis déjà été là, mon il m'a chum. dit, viens, je peux-tu aller chez vous? Ben là, Ouais. elle a dit, ben non, mais j'ai un chum. Ah ben OK, viens chez nous. Ah ouais, viens. Ah ouais, ça va être le fun. Ah ouais, viens. Puis là, il m'a tenu à la main. Puis là, après Ben, ça, il paraît a que c'est un- dit, tu veux t'embrasser. Ben là, c'est non, un on crime. m'embrasse pas. Puis là, on se voit-tu demain? On va se voir demain. Tu sais, en fait, compte, c'est toutes des histoires de même. Oui. Fait que c'est... Moi, tu t'as bien beau lire tous les textes. Moi, je te dis, là, personne n'est capable de t'expliquer l'histoire de A à Z. Personne. Personne. Personne qui dit que Lacroix, je ne le connais pas, moi, ce gars-là. J'ai jamais écouté un spectacle de ce gars-là. Je le connais de visu, là. Moi, je te dis que la grande majorité des gens qui l'ont comme cancellé d'une manière,
Tu dis, explique-moi l'histoire, puis ils sont incapables de te le raconter. J'ai bien beau lire des textes sur les textes sur les textes, incapable. Je ne comprends rien. Non, c'est des affaires l'autre, gossées. c'est son ex-blonde. C'est des affaires gossées du Québec. On veut être de la patente, on veut être la. On va avoir. Nous autres aussi, on a. Puis, regarde, on se connaît, là. On se connaît, là. On l'a voulu être dans parade. Tu as raison, c'est ça. On l'a voulu être dans parade. Yes. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry? Hey, c'est l'histoire. En fin de semaine. Je crois que c'est samedi. C'est vendredi ou samedi, mais je pense que c'est samedi. À l'aéroport JFK de New York. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Il y a pas eu. Ça s'est parlé un peu. Pas ici, ben. Un avion dans l'histoire de dépanneurs qui ferment les villages. Non, ouais, c'est ça. Non, c'est capoté pareil, Jeff. T'es à JFK. Avion de Delta Airlines. Rempli de monde. L'avion s'en va au bout de la piste, tranquillement, pas vite. Tu sais comment c'est, ça prend un certain temps. On se parque, puis là, on attend le hockey de la piste, de la tour pour décoller. Ils ont le hockey de la tour. L'avion commence à rouler, commence à prendre la vitesse, puis les gaz au fond. Quand tu veux faire décoller un avion, c'est comme ça. Mais dans une piste de travers, il passe un autre avion. L'avion de Delta met les freins. On va mettre les freins, c'est un avion qui décolle. Là. Oui. Il roule à peu près à 200, 220. Ouais. Je ne sais pas à quel niveau, parce que là, l'enquête est ouverte présentement, là, parce que c'est arrivé en fin de semaine. Ils ont passé à 1000 pieds de se rentrer dedans. 1000? Si bon. 1000 pieds. C'est pas beaucoup 1000 pieds, là. Non, c'est rien. À cette vitesse-là, c'est rien. Les gens dans l'avion de Delta, ils ont été shakés, eux autres, parce que quand tu mets les breaks, on s'entend-tu que mettre les breaks sur un avion, ils ont dû mettre les genres de rétro. Je ne sais pas comment ça marche. C'est comme les turbines qui tournent en l'envers. Je ne sais pas trop comment ça marche, là, pour mettre les freins. Je ne sais pas. La technique, là. Oh, il y a ça. Il y a les deux, il y a les freins. Puis il y a les freins plus les turbines à l'envers. Et là, ça donne un coup dans l'avion. Là. Ça fait un gros boom dans l'avion. Là. Tu pognes des jets, là. Oui, ça donnait un son épouvantable dans l'avion. Ils ont réussi à mettre les freins, puis l'avion traversait tranquillement la piste. 1000 pieds, puis il rentrait dedans à pleine vitesse. Oui. Complètement c'est un gars dans le tour qui a choqué, là. Complètement sauté. Puis là, l'affaire, c'est qu'ils ont ramené le monde, l'avion de Delta, l'avion qui voulait décoller. Ils ont ramené le monde à la gate. L'autre avion est parti, parce qu'elle est allée se placer. Ils ont dû avoir chaud un peu. Puis, l'avion de Delta sont débarqués à la gate. Ils ont fait débarquer le monde un peu là, pour qu'il respire. Puis après ça, ils ont repris un autre vol. Mais quand même, ça l'a passé à un cheveu de faire un gros boom. Wow. Est-ce que tu as vu, il y a eu un crash d'avion en fin de semaine? Oui, le crash d'avion en... c'est en Inde, hein? Non, c'est au Bhoutan? Non. OK. Ouais, dans ce coin-là. OK, ben... Dans le nord de l'Inde. OK. T'as-tu vu la vidéo du gars dedans? Oui. Il y a 2 vidéos. Il y a la vidéo extérieure, qu'on voit l'avion tasser sur le côté. Puis tu as la vidéo en dedans, qu'il y a quelqu'un qui filmait à l'arrivée. C'est au Népal. 58 morts. C'est ça, c'est 58, hein? 2 oui. Plus, là. Mais quand j'ai vu, c'était rendu à 58. Moi, ce que je vois ici, c'est 67. Au moins 67 personnes. C'est au Népal, ça s'est passé. Non, la vidéo, c'est capoté, là. Vidéo capoté, il faut que tu sois fait fort. Là. Il était en Facebook Live. Oui, c'est ça. Ah, en plus. Oui, il était Facebook Live. Imagine. Puis, comment est-ce qu'elle tombe de travers quand on la voit de l'extérieur? T'avoir arrivé tranquillement. On dirait que l'avion qui arrive pour atterrir quand même. Elle arrive tranquillement. Puis là, tu vois, je ne sais pas pourquoi, ta voix complètement tassée. Elle tombe quasiment sur elle-même. L'avion, là, elle tombe sur elle-même. Bizarre. Wow. Elle tombe pas droite. C'est pas un genre de décrochage. On dirait que je sais pas pourquoi. C'est comme donner un coup de volant trop vite. Là. Je sais pas, le drôle de feeling que ça donne. Tu vois l'avion qui tasse complètement. Elle tourne quasiment sur elle-même. Quoi d'autre par ça dans la boîte? Hey, ça, c'est l'affaire la plus bizarre qu'il n'y a pas. T'aimes ça les affaires bizarres? Moi, j'aime ça les affaires bizarres. L'été passé, sur les réseaux sociaux,
sur TikTok. TikTok, y a-tu des affaires bizarres? Beaucoup de choses bizarres. Ben moi, TikTok, je fais partie de ceux... Je l'ai, là. Mais j'essaie de pas le... Je l'utilise. TikTok, cette application-là me fait peur. Est-ce que tu sais, avant que tu ailles là, est-ce que tu sais, iRobot, là? Ouais. iRobot, ça, c'est des balayeuses, les espèces de mini-robots que tu te sers à la maison pour... Est-ce que j'ai compris, c'est Amazon qui a acheté iRobot dernièrement? Oui, c'est Amazon, je pense, oui. OK. Mais ils ont découvert des affaires, là. Ils ont vraiment... Tu sais, là, les histoires qu'on entendait, il y a des caméras dans nos TV, des caméras dans ci, puis la gang nous, sont capables de nous voir. Là. Ben, dans la iRobot, il y a eu une enquête et ils ont trouvé quand il est arrivé l'histoire, ils ont trouvé un paquet de photos. Là. Oui. Il y avait des photos d'un enfant tout nu sur le plancher qui t'amusait, là, mettons, sur la couverture avec des jouets. Puis bon, oui. Il était sur le bord d'y mettre une couche, je sais pas trop, là, puis va chercher la couche dans la chambre, laisse s'amuser, trouve une photo de ça. Après ça, une autre photo d'un gars que sa porte de chambre de bain est ouverte pendant qu'il est en train de faire un numéro 2. C'est ça. Puis le robot se promène, puis il fait le ménage, puis il y a la caméra ouverte. TikTok, là, c'est le gouvernement chinois qui est en partie propriétaire de cette compagnie-là. Là. Mais là, je pense que depuis une semaine, aux États-Unis, si tu es politicien, tu peux pas avoir TikTok sur ton téléphone. Voilà. Si tu as un téléphone, si ton téléphone cellulaire il est payé par le gouvernement américain, tu peux pas avoir TikTok dessus. Tu peux avoir TikTok dessus. C'est illégal. Exact. Donc, c'est de la merde. Mais l'histoire de la caméra sur l'iRobot, c'est qu'il y a des iRobots qui n'ont pas de caméra. Il y a des iRobots. Les nouveaux, certains modèles ont des caméras. Puis les autres, ils disent qu'ils prennent, autrement dit, ils prennent des données. C'est des données pour eux autres. Là. C'est des données pour eux autres, sauf que ces données-là, ils vont dans un centre de données et il y a des petits whiz qui ont réussi à jouer là-dedans pour pouvoir sortir des photos. C'est ça qui est arrivé. Donc, on l'a vu le gars ici, ça bolle. Donc, toi, ton histoire de TikTok que je t'ai coupé, c'est quoi? Ben, c'est une affaire de bizarre. L'affaire, c'est que il y a une influenceur, une influenceuse. Elle s'appelle Chef Pi. Hein? P-I-I. OK? Chef.P-I-I. C'est une fille de Miami. C'est une... regarde, elle est super populaire là, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, tout ça. Sauf qu'elle a lancé... L'affaire, c'est que l'été passé, Jeff, le monde la voyait manger du poulet frit, toutes sortes de choses, puis qu'elle trempait ce qu'elle mangeait dans de la sauce rose. OK. La pink sauce. La fameuse... Pepto-Bismol? Ben c'est ça, exactement. Quand tu regardes la sauce, c'est comme du Pepto-Bismol. Et quand vous trempez votre poulet dans votre sauce Saint-Hubert, okay? Oui. Il y a une texture à cette sauce-là. Là. Ça veut dire que c'est pas de l'eau. Là. Donc, ça vient napper un peu le produit, votre poulet, là, votre affaire. Ça vient comme napper. Vos frites, c'est pareil. Tu mets tes frites dans la sauce. Mais là, imagine-toi cette sauce-là, mais rose, bonbon, comme du Pepto-Bismol. Mais c'était pour rire. Ben oui, mais en réalité, c'est devenu tellement populaire, les vidéos de la sauce rose. En réalité, c'est pas du Pepto-Bismol. C'est une vraie sauce rose, faite avec des ingrédients naturels, genre, il y a de l'huile de tournesol, de l'ail, il y a du jus de citron là-dedans, il y a il appelle ça le dragon fruit. Donc, tu sais, le genre de fruit rose à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Donc, la fille, elle a fait une vraie sauce comestible, mais l'affaire, c'est que le look est affreux. Il y a des couleurs dans l'alimentation qui ne fonctionnent pas. Exemple, qui ne fonctionnent pas, qui fonctionnent moins. Du bleu, c'est pas appétissant. Si tu rentres dans un restaurant, tout est bleu, tu n'as pas faim. Tu rentres dans un restaurant, tout est rouge ou orange, tu as faim. Il y a des couleurs comme ça. Mais le rose, c'est pas... ça marche pour des bonbons, mais ça marche pas bien pour des gâteaux, mais ça marche pas pour tremper ton poulet dans de la sauce rose. Non. Mais l'histoire, Jeff, qui est partie par une blague, mais une vraie sauce qui existe, elle a commencé à vendre la sauce. 20$ du pot, blablabla.
sa sauce va rentrer chez Walmart dans 4000 Walmart aux États-Unis. Ben, voyons donc, toi. Oui, elle a réussi. Walmart veut de la sauce rose parce que tout le monde veut de la sauce rose. Elle doit être bonne. Il paraît que c'est très bon. Mais le look... Hey, moi, j'ai la misère. Le look, j'ai de la misère. Quand je vois des vidéos, vous irez voir chef.pi. C'est drôle de nom. Mais c'est quand tu vas voir la manière qu'elle mange ses affaires avec sa sauce rose, c'est le coup, ça fait quelque chose. Il paraît que c'est très bon, là. C'est des vrais ingrédients naturels, mais c'est le look. Il y a eu des blagues pendant des années dont il disait que le Cheese Whiz, il n'était pas orange, il était vert. Vert ou brun. Mais imagine-toi du Cheese Whiz vert. Non. Mais c'est le même fluo. Ouais, mais c'est le même goût. Oui, je sais. C'est juste une question de colorant. Mais dans ta tête, il y a quelque chose qui ne marche pas. Entre le vert fluo que tu tartines sur tes toasts et le orange fromage. Mais c'est la même chose, c'est le même effet que tu as avec la sauce rose. C'est vraiment bizarre. Donc, mais ce qui est incroyable, c'est que cette sauce rose-là, qui est partie un peu comme une blague, là, puis avant ça, elle vendait des. Elle vendait ça 20 piastres de la bouteille. Là, ça rentre chez Walmart et là, il va y avoir de la sauce rose partout. Dernière petite affaire? Ben oui. Dernière petite affaire, c'est OnlyFans. Oh! Pour mettre dans le contexte, OnlyFans, tout le monde connaît OnlyFans, là. Ça, vous connaissez pas OnlyFans, là? Tout le monde connaît OnlyFans parce que c'est depuis 2016, puis ça a commencé en 2016, OnlyFans. Au début, c'était presque rien. Puis aujourd'hui, c'est rendu c'est rendu un des sites Internet les plus populaires sur la boule. Donc, OnlyFans, on s'abonne pour voir, on s'abonne à des gens pour être dans l'intimité avec eux autres. Au début, c'était pour faire au début, c'était pour faire transplanter des marguerites puis des pots de fleurs. Puis aujourd'hui, c'est rendu juste du cul quasiment à grandeur. Donc, c'est des filles qui se déshabillent. On connaît toute l'histoire. Il y a même une Québécoise qui était sur le jujube un bout de temps. Là. Mais la face, c'est qu'OnlyFans, ça appartient à qui? Ça appartient à un Ukrainien. Oh! Léonid Radvitsky. 40 ans. Le gars multimillionnaire. Et la face, c'est que c'est une compagnie privée, OnlyFans. C'est pas public, c'est une compagnie privée. Donc, le fricot, il va dans les poches de Léonid, l'Ukrainien qui vit à Miami. 40 ans, le gars. Un autre vit à Miami. Un autre, tout le monde va aller vivre à Miami. Mais la face, c'est qu'il y a eu une entrevue avec Arapoli Gan. Arapoli Gan, 38 ans. Jolie femme. Arapoli, elle est née à Bombay, en Inde. Elle a fait ses études en Californie. Puis elle, c'est la nouvelle CEO d'OnlyFans. La grand boss, Léonid, lui, il se baigne puis il joue au golf. Mais qui s'occupe de la business? C'est Arapoli Gan, Mme Gan, 38 ans. Mme Gan est en entrevue, elle a dit ouais, nous autres, puis comment tu sais, la business, puis comment ça va la business, puis telle affaire. Puis on sait, 2023, on pense peut-être qu'il va y avoir un peu comme un genre de ralentissement économique. Puis tu dis, ouais, tu sais, il faut. Non, elle a dit, nous autres, il y a zéro ralentissement. Elle dit, on est rendu à 1,5 million de créateurs sur la plateforme. J'adore le mot créateur. Tu sais. Oui. Donc, créatrice aussi. Donc, il y a 1,5 million de créateurs sur la plateforme et elle, Mme Gan, a dit que d'ici 2024, c'est l'année, on est en 23-24, il va y avoir 3 millions de créateurs sur la plateforme. Man. Il paraît que le nombre de personnes qui rouvrent des OnlyFans, la quantité de monde, là, il y a quasiment de la misère à gérer ça. Là. Tellement que le monde, ils veulent embarquer sur OnlyFans. On sait qu'il y en a qui font. C'est rien du cul. C'est 90-15% de cul. Wow. 80. Mais, parce que il y a 3 millions de créateurs. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui paye pour aller voir les créateurs. Oui, mais la fait, c'est que si on prend. Il y a une des filles sur OnlyFans, je ne me rappelle plus de son nom, elle fait à peu près 20 millions, elle, par année, sur OnlyFans. Ben voyons donc, toi. Elle, c'est la top au monde. Mais si tu prends
tout le monde de A à Z, Donc, les plus riches, puis ceux qui font rien, mais ils disent que c'est à peu près quelqu'un qui commence sur OnlyFans puis qui commence à être populaire un peu, il peut aller chercher 180$ par mois, à peu près. Ouais. 180$ par mois. C'est pas cher, c'est pas gros, là. Non, il y a beaucoup de filles qui se montent le derrière pour 180$ par mois. Là. Ils montent ça à 2, 3, à 10, mettons, c'est 10$. Il y a 18 gars, là. C'est 18 gars, mais après ça, avoir deux nouveaux gars, faut que ça peut de publicité. Faut que tu te fasses connaître. Ouais. C'est-à-dire, à un moment donné, ça ne monte pas toujours vite. Là. Ouais, faut que tu te rendes un gars de plus. S'il y a 1 500 000 créateurs, il y a beaucoup de concurrence. Ouais, il y a énormément de concurrence. Puis, by the way, il va en avoir 2 fois plus. Oui. Mme Gann a dit l'année, en 2024, on va avoir 3 millions de créateurs. Mais ça prouve une chose pareille. C'est que le monde veut avoir un sideline. Ben oui. C'est ça l'histoire. Ben, ils veulent tout faire. Ils pensent tous qu'ils ont le potentiel d'aller chercher le 20 millions qu'elle fait. Là. Oui. Ben, c'est un peu la même chose que le réseautage, là, de toutes les bebelles qu'il y a sur le réseautage. Tout le monde a l'histoire de la personne en haut de la pyramide. Puis tout le monde pense qu'ils sont capables d'aller en haut de la pyramide. Il y en a un nouveau qui arrive. Il y en a peut-être 9 sur 10 à chaque fois qui finissent par débarquer et qui disent qu'il n'y a pas une scène à faire là. Il n'y a pas une scène à faire là, c'est ça. Je me montre... j'ai bien beau faire tout ce que je... J'ai bien beau faire n'importe quoi, c'est pas payant. Au bout de ça, c'est pas payant. Il y a plein de monde. Je vais m'ouvrir un compte OnlyFans. Je sentais qu'il serait très, très populaire. Oui. On va faire ça avec ma blonde. On va en parler tantôt. Ah. Oui. On va faire ça le week-end. Sideline le week-end. Oui, c'est ça. On va y en parler. Moi. On va me donner sa réponse demain, OK? Ça, oui. On l'attend. OK. On attend sa réponse. OK, j'ai bien hâte. On va y parler de ça là. Oh oui. Jamais j'aurais parlé de ça. C'est malade. On est parti. Merci. Hey, on a fait un gros show aujourd'hui. Beaucoup de stock. Hey, on s'en parle demain sur... allez sur Radio Pirate Prime. Beaucoup de stock également. Allez vous abonner à radiopirate.com. Et demain, on revient pour un autre Radio Pirate Live. Le week-end s'en vient. RadioPirate.com. Radio Pirate.